Nord est un perdant moche coincé dans son travail sans issue de nettoyage des gouttières et des canaux de la ville à l'aube. Avant le matin, il doit finir de retirer tous les déchets et remettre les couvercles en bois avant que les citoyens ne le paient. Après son travail du matin, il se dirige vers le chantier de construction en dehors de la ville, où il porte des sacs et effectue des travaux manuels toute la journée. Quand l'après-midi arrive, Nord entend quelqu'un crier à l'aide dans le donjon voisin. Il court rapidement pour aider et voit un groupe de chevaliers protégeant une fille attachée contre un énorme monstre vache. Il y a 15 ans, au nord-ouest du royaume de Clay, Nord est encore un garçon normal faisant des corvées à la maison. Il entretient le feu, fait bouillir de l'eau chaude et prépare du thé chaud pour sa mère malade. Ensuite, il doit aller au champ et s'occuper de leur troupeau de chèvres. Il promet à sa mère de ne pas aller au-delà du rocher qui borde leur terrain, et aussi de ramener un lapin sauvage pour le dîner. Avant de partir, sa mère essuie la suie sur le visage de Nord et s'excuse de lui être un fardeau. Tout ce qu'elle souhaite, c'est que Nord vive la vie qu'il veut. Plus tard cette nuit-là, Nord prépare leur soupe de lapin pour le dîner, mais quand il apporte un bol pour sa mère, elle est déjà décédée. Il enterre sa mère à côté de son père, et la vie de Nord vivant seul commence. Il fait de son mieux pour entretenir leur jardin, chasser du gibier sauvage dans la forêt et s'occuper de leurs chèvres et poules. De même, il garde leur maison propre et essaie même de lire les livres ennuyeux laissés dans la maison. Il ramasse aussi du bois de chauffage, pêche dans la rivière voisine, et garde les chèvres autour de la colline herbeuse. Il était tout seul dans sa maison sans personne pour partager ses repas. Un soir, Nord explore les étagères de leur maison quand il tombe accidentellement sur les fesses après avoir trouvé un livre. En ouvrant le livre, il est émerveillé de voir que c'était l'histoire que son père lui lisait quand il était encore vivant. Son père lui racontait des histoires d'un aventurier qui tuait un gigantesque dragon avec ses amis, apprenait des sorts et de la magie d'un vieux sorcier, enlevait une malédiction sur une forêt sombre, et obtenait même le remède qui guérit tout du roi des morts. Même contre n'importe quoi et quelle que soit la noirceur de leur situation, l'aventurier ne renonce jamais et combat le mal pour le bien de ses amis. Nord était si heureux d'écouter les paroles de son père. Et maintenant, il se souvient aussi du souhait de sa mère qu'il vive la vie qu'il veut. Le lendemain, il laisse beaucoup de nourriture pour leurs animaux, et Nord visite la tombe de ses parents. Il leur offre des fleurs et leur dit que pour la première fois de sa vie, il va quitter la forêt. Il deviendra un aventurier, comme ceux des histoires de son père. Il descend la colline, et Nord fixe les pierres marquant la fin de leur terrain. Il affermit sa détermination et franchit la barrière protégeant leur maison. Quand la nuit tombe, Nord a peur de tous les bruits venant de la forêt. Néanmoins, il persévère et quelques jours plus tard, il arrive enfin dans une ville. Après avoir demandé son chemin aux soldats gardant la porte, Nord fait ses premiers pas dans la civilisation. Ses yeux s'écarquillent en voyant tant de gens faire diverses choses. Il passe devant des vendeurs vendant des fruits et voit même un aventurier passer. Ses yeux sont remplis d'émerveillement et de bonheur alors qu'il se dirige vers sa destination, la guilde des aventuriers. Malheureusement, l'homme derrière le comptoir jette un coup d'œil à Nord et le chasse. La guilde n'est pas un endroit pour les enfants. Nord insiste sur le fait que les gardes lui ont déjà dit qu'il pouvait devenir un aventurier s'il postulait ici, mais l'homme lui fait simplement remarquer qu'il inquiétera ses parents. Nord explique que ses parents sont tous deux morts, ce qui attire finalement l'attention de l'homme. L'homme lui demande alors son nom et lui dit de se rendre d'abord à l'école de formation pour différents cours. Il explique à Nord que les personnes souhaitant s'inscrire à la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent suivre des cours à l'école de formation royale. Là, ils recevront une formation en fonction de leur classe de métier. Si Nord veut vraiment devenir un aventurier, il doit d'abord acquérir des compétences. Cela peut être dans l'art de l'épée ou dans l'école de magie. Nord sourit à l'explication et est rempli de détermination. Ainsi, Nord se dirige vers l'académie de l'escrime. Tout comme dans les histoires, il deviendra un épéiste capable de vaincre un dragon d'un seul coup de lame. La formation était intense à l'académie, avec des aventuriers en herbe faisant de leur mieux à côté de Nord. Nord fait également de son mieux, s'entraînant à manier son épée. Un étudiant parvient à enflammer son épée d'entraînement, attirant l'attention de leur professeur. L'étudiant célèbre d'avoir éveillé ses pouvoirs, tandis que Nord retourne à l'entraînement avec une détermination renouvelée. Quelques mois passent et Nord continue de manier son épée d'entraînement. Cependant, l'instructeur lui dit qu'il en a assez fait. Malheureusement, il semble qu'il n'ait pas de talent pour l'épée. Nord insiste sur le fait qu'il a juste besoin de plus de temps, mais l'instructeur a pris sa décision. Tout entraînement supplémentaire serait une perte de temps pour Nord. La seule chose qu'il a réussi à maîtriser est la parade pour esquiver une attaque. Ainsi, il conseille à Nord de choisir une autre voie que celle de l'épée. Après tout, il y a d'autres écoles de formation aussi. Ainsi, Nord se dirige vers l'école de formation pour guerrier et tank. Il veut maintenant devenir le bouclier qui protège ses camarades aventuriers. À l'intérieur de l'école, il entraîne son corps en tirant des poids et en développant ses muscles. Quelques mois plus tard, l'instructeur informe Nord qu'il a une très bonne détermination, mais tout ce qu'il a réussi à obtenir est un bon corps. L'art du guerrier n'est pas fait pour Nord. S'il se force à continuer, il pourrait perdre la vie pendant l'entraînement. Nord change encore d'école et se dirige maintenant vers l'école des chasseurs. Malheureusement,
l'instructeur là-bas découvre aussi qu'il ne peut manier aucune arme délicate. Cela continue dans d'autres écoles également. À l'école des voleurs, le maître voleur l'informe qu'il ne peut pas désamorcer les pièges et qu'il n'a pas non plus la capacité de ressentir la présence des autres. À l'école des magiciens, la seule magie qu'il peut produire est une petite flamme au bout de son doigt. À l'école des clercs, le prêtre lui explique tristement qu'il ne peut utiliser que des soins de bas niveau. Nord retourne tristement à la guilde des aventuriers, où l'homme là-bas est surpris d'apprendre que Nord n'a réussi à maîtriser aucune compétence décente. Il a passé 3 mois dans chaque école, mais hélas, il n'a pas obtenu de classe. Le cœur lourd, l'homme rejette la candidature de Nord pour devenir aventurier. Nord quitte la ville les yeux baissés. Il n'est pas un prodige destiné à devenir aventurier. Nord retourne chez lui et se rend sur la tombe de ses parents, s'excusant auprès d'eux de les avoir déçus. Il admet qu'il ne possède aucun talent, mais refuse toujours d'abandonner et décide de s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. En sculptant du bois, il crée une épée en bois pour lui-même et, comme ses instructeurs d'escrime le lui ont conseillé, il décide de pratiquer la seule compétence qu'il possède encore et encore, espérant qu'elle lui permettra de maîtriser une nouvelle compétence. Ne disposant ni de sac de sable ni de mannequin d'entraînement, ce garçon malchanceux commence à pratiquer sa compétence de parade avec des cordes et des bâtons. Il s'entraîne matin et soir pendant une année entière et la maîtrise au point qu'il devient capable de parer 10 épées en une seule respiration. Même après un an, Nord n'a toujours pas débloqué de nouvelles compétences. Mais il garde de grands espoirs car il devient de plus en plus habile à parer et continue à s'entraîner cette unique compétence pendant les 3 années suivantes. Il a beaucoup grandi après ce saut dans le temps, et ses mannequins d'entraînement ont également changé. Ils ont pris la forme de beaucoup plus grandes épées maintenant et semblent plus organisés. Nord peut même parer 100 épées en une seule respiration maintenant, mais ce qui n'a pas changé, c'est son maigre ensemble de compétences. Il se rend compte que si cela continue ainsi, il ne pourra jamais devenir un aventurier. Mais le rêve de devenir le plus grand aventurier le maintient en vie. Comme il a entraîné la même compétence pendant plus de 4 ans, il a tellement de force innée qu'il peut même casser son épée simplement en la serrant avec ses mains nues. Il reprend espoir quand il remarque soudain qu'il peut guérir sa propre main pendant un moment, alors il continue à s'entraîner comme un champion pendant encore 10 ans. Après cette période, la compétence de parade de Nord devient si puissante qu'un seul coup de son épée peut faire trembler toute la forêt autour de lui. C'est grâce à son entraînement sans relâche pendant plus de 14 ans qu'il peut maintenant parer 1000 épées en bois à la fois. Mais il n'en est toujours pas satisfait parce que, malheureusement, il n'a pas réussi à débloquer de nouvelles compétences. Mais Nord décide de tenter une dernière fois sa chance et dit adieu aux tombes de ses parents avant de partir pour la ville. En arrivant à la guilde des aventuriers, il soumet un autre formulaire avec les compétences ajoutées parade, petite guérison, lancer de pierre, pas de plume et petite flamme. Ces compétences semblent très minimes, alors le nouveau réceptionniste de la guilde suggère que Nord aille d'abord dans une école de formation. Cependant, Nord a déjà suivi ce processus, donc le réceptionniste refuse poliment de l'enregistrer comme aventurier. Le maître de la guilde arrive et ne reconnaît pas Nord au premier abord. Mais en y regardant de plus près, il se rend compte que cet homme grand et musclé est le même enfant frêle d'il y a 14 ans. Nord sous-estime cruellement à quel point sa compétence de parade est forte et dit au maître de la guilde qu'après 14 ans d'entraînement sans relâche, il n'a réussi qu'à améliorer un peu sa compétence de parade. Quoi qu'il en soit, le maître de la guilde exprime à quel point il veut que Nord réalise son rêve, mais comme Nord n'a pas au moins de compétences utiles, qui sont les prérequis pour devenir un aventurier de rang E, il ne peut rien faire. Cependant, le maître de la guilde se souvient d'un moyen d'enregistrer Nord comme aventurier en lui attribuant le rang F, le plus bas des rangs qui n'existe plus dans ce monde. Le maître de la guilde dit à Nord de ne pas trop s'exciter car les aventuriers de rang F ont de nombreuses restrictions et conditions pour prendre des quêtes. Par exemple, un aventurier de rang F est interdit de prendre des quêtes d'aventurier qui impliquent de tuer quoi que ce soit ou de sortir de la ville pour rassembler des objets. La seule chose permise est de faire des tâches diverses à l'intérieur de la ville. En gros, si Nord devient un aventurier de rang F, il sera un travailleur non officiel. Pourtant, il est d'accord avec cela, et il obtient donc sa licence d'aventurier du maître de la guilde. Ravi de cet accomplissement, Nord sort de la guilde des aventuriers et commence immédiatement à prendre des quêtes en ville. En utilisant sa compétence de renforcement physique, il peut soulever beaucoup plus que la personne moyenne et livre des objets lourds avec facilité. En utilisant sa compétence de pas de plume, il attrape un chat perdu sans révéler sa présence et le ramène à son propriétaire. Le chat lui griffe le visage, alors il utilise sa compétence de petite guérison et guérit immédiatement ses blessures. Le soir, Nord continue à entraîner sa compétence de parade encore plus, et la nuit, il prépare de délicieux repas en utilisant sa compétence de petite flamme pour les personnes âgées dans le besoin. Avec ses compétences modestes, il est devenu utile aux habitants de cette ville, et cela suffit à remplir son cœur de contentement. Le lendemain, il fait des travaux de nettoyage, du travail manuel et même aide à la construction. Et après avoir terminé sa commission pour la journée, c'est là qu'il entend les cris d'une fille suppliant de l'aide depuis une caverne lointaine.
Nor se précipite vers la caverne pour aider la personne en détresse et est choqué de voir qu'un énorme minotaure avec une hache essaie d'attaquer une fille innocente. De nombreux chevaliers tentent de protéger la fille, mais ils ne font pas le poids face à ce monstre terrifiant. Voyant que tous ces chevaliers meurent en vain, Nor s'avance avec une épée et utilise sa seule compétence, la parade, pour contrer les attaques mortelles du monstre. Bien qu'il ait distrait le monstre assez longtemps pour que la fille puisse s'échapper, la fille stupide est trop terrifiée pour bouger. Finalement, le monstre la cible à nouveau, mais Nor saute devant elle et par une autre attaque, ce qui finit par détruire son épée. Alors que le monstre met toute sa force dans sa prochaine attaque, Nor part une fois de plus de toutes ses forces, ce qui fait ricocher la hache du monstre et frapper son propre coup, le décapitant complètement. Avec le monstre mort, la fille se libère de ses contraintes et remercie Nor de lui avoir sauvé la vie. Elle demande son nom, mais comme il ne se considère pas comme quelqu'un d'important, il ne lui dit rien et s'éloigne des projecteurs. En revenant en ville, Nor commence à se traiter de faible pour avoir à peine survécu contre une vache sauvage. Il ne se rend même pas compte que la vache qu'il vient de vaincre était en fait un puissant minotaure démoniaque. Il est vraiment la personne la plus ignorante de l'histoire de l'anime. Après la bataille brutale avec le minotaure, les autres essaient maintenant de tout nettoyer. Ils commencent par retirer la grande hache de bataille incrustée dans le bâtiment et nettoient le corps du minotaure à proximité. Les corps des défunts sont étendus, et la fille aux cheveux blancs, Lynn, rend hommage. Une chevalière de garde, Inès, arrive en courant et s'excuse auprès de Lynn de ne pas l'avoir accompagnée. Cependant, Lynn insiste qu'Inès n'a rien fait de mal, c'était elle qui avait insisté pour voyager seule pour le rite de succession. Un autre chevalier, Dulken, les approche et les informe qu'ils devraient retourner au château sans tarder. Après tout, leur seigneur voudrait entendre les détails de l'événement. Au château, Dulken rapporte tout à leur rein, un minotaure de l'abîme, la profondeur la plus intérieure du donjon, avait été invoquée. Ils supposent qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat sur Lynn puisqu'ils ont trouvé une bague sur un cadavre à proximité. Ils ont fait examiner la bague par le souverain des sorts, Oken, et ont trouvé une pierre de mana trop pure pour être trouvée sur le marché. Oken a alors retracé le motif du sort restant sur la pierre de mana et a conclu qu'il provenait de l'empire magique de Dolida. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple tentative d'assassinat. Ils ont également retenu la princesse et n'ont même pas caché les preuves, ce qui doit signifier que Dolida voulait déclencher une guerre. Leur rein suppose qu'ils doivent viser le donjon des perdus et les trésors qu'il contient. Quant au sauveur de Lynn, ils n'ont aucune information sur lui. Il a simplement tué le minotaure avec une épée simple puis a disparu comme un fantôme. Même leur groupe d'espions, la compagnie de l'ombre, n'a pas pu le suivre. Leur rein se demande qui pourrait bien être ce héros. Pendant ce temps, à la guilde, le maître de guilde est agréablement surpris de voir Nor. Nor se demande pourquoi, alors le maître de guilde explique comment un monstre est apparu à l'entrée du donjon et a causé beaucoup de chaos. Comme Nor travaillait sur le chantier de construction à proximité, le maître de guilde était inquiet quand Nor n'est pas venu après le travail. Nor admet qu'il est simplement rentré chez lui hier, car des gens suspects tentaient de le suivre. Quant à son apparence débraillée actuelle, il revient aussi de nettoyer les gouttières. Le maître de guilde est juste content que Nor n'ait pas croisé le monstre. Ils ont entendu dire que même des aventuriers de classe mourraient probablement contre lui. Nor est étonné d'apprendre que de tels monstres puissants existent dans ce monde. Il n'avait aucune idée qu'il parlait en fait du Minotaure, car Nor pense toujours qu'il a juste combattu une vache ordinaire hier. Leur conversation mène ensuite à l'homme mystérieux qui a tué le monstre d'un seul coup et a mystérieusement disparu à nouveau. Nor est étonné d'apprendre qu'il existe des gens super forts là-bas. Nor a vraiment besoin d'ajouter des points de statut à la connaissance, pas seulement à la parade. Pour l'instant, Nor reçoit son paiement pour le nettoyage des gouttières. Ils sont ensuite interrompus lorsqu'une figure en cape apparaît soudainement. C'était la fille aux cheveux blancs que Nor avait sauvée hier, la princesse Lynn. Bien sûr, Nor n'a aucune idée de qui elle est. Lynn s'excuse d'avoir utilisé un sort de suivi sur Nor, ce qui fait penser à Nor qu'elle vient de l'académie des voleurs. Cependant, Lynn le corrige et dit qu'elle vient de la branche des magiciens, mais qu'elle étudie également dans les autres écoles. Nor est impressionné par elle, tandis que les autres personnes à la guilde commencent à reconnaître Lynn. Lynn le remarque et demande si elle peut parler à Nor en privé dehors. Avant qu'il ne puisse partir, le maître de guilde attrape Nor et lui demande ce qu'il a fait. Nor lui assure qu'il n'a rien fait de mal, mais Lynn propose même d'utiliser la magie d'insonorisation et de dissimulation pour les aider à partir. Nor n'a toujours aucune idée de qui est Lynn et demande au maître de guilde s'il doit la suivre. Le maître de guilde lui dit rapidement qu'il devrait, mais avertit Nor de ne rien faire qui pourrait l'offenser. Nor ne comprend pas pourquoi, mais il accepte. Dans les rues, les soldats cherchent toujours Nor, mais Nor et Lynn passent juste à côté d'eux grâce à la magie de dissimulation. Lorsqu'ils atteignent un endroit isolé, Lynn dissipe la magie et s'excuse à nouveau auprès de Nor. Elle voulait simplement lui montrer correctement sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Non seulement il a sauvé sa vie, mais aussi celle de nombreux citoyens de leur royaume. Nor insiste qu'elle aurait probablement été bien sans lui, puisqu'elle possède de nombreuses compétences impressionnantes, mais Lynn soutient que sans lui, elle ne sait pas ce qui lui serait arrivé. Pour mettre fin à leur argument,
Nor accepte finalement sa gratitude. Cependant, Lin veut maintenant montrer sa gratitude envers Nor. Elle lui offre toutes ses ressources et celles de sa famille pour l'aider. Nor refuse rapidement et lui dit que ses mots de gratitude suffisent. Cela surprend Lin, et elle insiste pour que son père veuille également remercier Nor en personne. Cependant, Nor décline toujours tout ce que Lin offre, que ce soit des terres ou une solution à n'importe quel problème de Nor. Nor est si doué pour esquiver qu'il esquive même tout ce qu'elle propose. Les larmes montent bientôt aux yeux de Lin, ce qui confond Nor. Lin proclame alors qu'elle ne bougera pas de l'endroit où elle se tient jusqu'à ce que Nor lui permette de le rembourser correctement. Cette fois, ces mots résonnent vraiment dans le cœur de Nor, car Nor avait utilisé ces mêmes mots lorsqu'il postulait pour les écoles de formation des aventuriers. N'ayant pas le choix, Nor pousse un soupir de résignation et accepte finalement de rencontrer le père de Lin. Cela rend Lin heureuse, mais Nor insiste également sur le fait qu'il n'acceptera aucune récompense excessive. Lin remet le sort de dissimulation sur eux et conduit Nor chez elle. Nor est étonné par la grandeur de la maison, mais Lin le fait passer rapidement devant les gardes. En marchant à l'intérieur, Lin demande à Nor son nom. Nor se présente et demande à Lin son nom en retour. Lin réalise qu'elle ne s'est toujours pas présentée, alors elle s'arrête et donne formellement son nom. En marchant dans le gigantesque couloir, Nor se demande comment cette jolie petite fille possède une si grande maison. Il continue de regarder autour et en conclut que Lin est une noble riche, ce qui explique pourquoi le maître de guilde lui a conseillé d'être poli avec elle. La chevalière royale Inès arrive alors et Lin court vers elle avec excitation, lui demandant si elle sait où est son père. Selon Inès, le père de Lin, le roi, se trouve dans la salle d'audience en train de parler au frère de Lin pour le moment. Inès devient méfiante envers cet homme d'âge moyen, au look peu attrayant, et demande à Lin si elle est prise en otage par lui. Lin explique à Inès que Nor est l'homme mystérieux qui l'a sauvé de l'attaque du Minotaure hier. Comprenant que Nor est ici pour recevoir sa récompense, Inès propose de montrer à tous les deux le chemin vers les appartements du roi. Nor, de son côté, qui n'a aucune idée de la position d'Inès, suppose qu'elle est la servante de Lin, pensant qu'elle s'occupe du linge et des tâches ménagères ici. Il se demande pourquoi elle porte une tenue aussi lourde. Les trois continuent de marcher ensemble quand, soudain, Nor remarque qu'un homme roux est assis près d'une fenêtre. L'homme roux, nommé Gilbert, utilise un sort et attaque même Nor, lui demandant comment un perdant aussi moche que lui a obtenu la permission d'entrer ici. Avant que les choses n'escaladent, Inès clarifie à Gilbert que Nor est l'invité de Dame Lin, ce qui fait réaliser à Gilbert que Nor est l'homme mystérieux qui a terrassé le Minotaure hier. Inès chuchote à Gilbert de se joindre à eux, car elle se méfie de Nor et de ce qu'il pourrait faire s'il est seul avec leur précieuse princesse. Gilbert se joint donc également au groupe d'escorte et ils se dirigent tous ensemble vers la salle du trône. Pendant ce temps, le roi Clay apprend par le frère de Lin que l'empire de Delida est derrière l'attaque contre Lin. Apparemment, ce royaume et l'empire de Delida ont un traité de non-agression, et le roi Clay se demande pourquoi ils essaient soudainement de rompre ce traité. Lors d'une réunion antérieure avec l'empereur de l'empire de Delida, l'empereur a clairement exprimé son désir d'obtenir les droits sur le donjon de ces royaumes à cause des trésors qui s'y trouvent. L'empereur voulait également le soutien militaire de l'armée du roi Clay, affirmant que les deux parties en bénéficieraient si Clay se conformait, puisqu'il n'y aurait pas de guerre. Clay explique clairement qu'il ne veut pas céder son pays à un empereur avide, il décide donc avec son fils Rhin de s'opposer à l'empire de Delida. Lin entre dans la salle et est ravie de voir son père. Elle et les chevaliers montrent un respect approprié à leur roi, mais Nor, qui n'a aucune idée de qui est le roi Clay, s'approche de lui de manière décontractée. Rhin remarque que Lin porte le manteau de l'ermite, il lui demande donc pourquoi elle l'a pris sans permission. Lin explique qu'elle l'a fait pour dissimuler son identité alors qu'elle cherchait son sauveur à l'extérieur. En parlant de cela, elle présente son sauveur, Nor, au roi, qui descend pour le remercier personnellement d'être venu les voir. Nor s'excuse immédiatement auprès du roi Clay de ne pas connaître les manières appropriées pour parler aux nobles et s'excuse à l'avance s'il fait quelque chose de grossier par accident. Son ton décontracté en parlant au roi de ce royaume fait rire Clay. En tout cas, le roi remercie encore une fois Nor d'avoir sauvé la vie de sa fille unique, ce qui rend Nor heureux car il peut maintenant partir et rentrer chez lui pour prendre une douche bien méritée, comme il peut sentir la puanteur de la gouttière émanant de son corps. Le roi ne pouvant pas laisser le héros qui a sauvé la vie de sa fille repartir les mains vides, dit donc à Nor d'avancer et lui demande toute récompense qui lui vient à l'esprit. Mais comme il l'a dit précédemment, Nor n'a aucun désir de richesse, de terre ou de pouvoir, car il est satisfait de tout ce qu'il a. Néanmoins, le roi persiste et il tente de le séduire en lui disant que ce royaume abrite le plus ancien donjon du monde et lui offre généreusement la moitié des trésors du donjon. Mais Nor rejette une fois de plus en déclarant qu'il n'a vraiment besoin d'aucune grande récompense et promet à Clay que ses paroles de gratitude sont suffisantes. Malgré tout, le roi ne veut pas que Nor parte les mains vides, alors il l'intéresse avec sa propre épée longue sombre personnelle. Maintenant, ce n'est rien de plus qu'une décoration, car Clay s'est retiré des batailles de première ligne, mais il croit toujours que c'est le meilleur que ce royaume a à offrir. Nor saisit l'épée et ressent immédiatement la pression qui en émane. Son intérêt est piqué par la beauté de cette épée, et puisqu'il vient d'entendre de Clay que cette épée n'est rien de plus qu'une décoration,
il pense qu'elle peut ne pas avoir d'importance. Il accepte donc de la prendre et décide également de l'essayer. Il utilise d'abord sa compétence d'amélioration physique pour lui permettre de tenir facilement l'épée, puis utilise sa compétence de parade, créant ainsi une onde de choc lourde qui donne à tous ceux présents une idée de la puissance de Nor. Le roi est assez surpris et impressionné de voir que Nor peut manier une épée aussi lourde avec une seule main, et il demande à Nor d'entraîner sa fille pour devenir digne de défendre par elle-même. Nor croit fermement qu'il n'a pas de compétences qui soient bonnes pour former une autre personne, et il mentionne également que ce devrait être la décision de Lin si elle veut se former, pas de Clay. Le roi est d'accord et rit, et pour l'instant, il laisse Nor partir en le remerciant encore une fois d'avoir sauvé Lin. En marchant hors du château, Nor se demande comment il va utiliser cette épée. L'odeur de la gouttière qui émane de lui rappelle la taille de la gouttière, alors il décide de l'utiliser pour enlever les déchets des égouts. Je parie que le roi et ses chevaliers royaux vont tomber en pâmoison s'ils trouvent cet idiot stupide à nettoyer les gouttières avec l'arme de grade légendaire la plus précieuse du roi. Inès aborde Nor, car elle veut avoir une conversation personnelle avec lui et s'agenouille en s'excusant de ne pas l'avoir traité comme un héros aurait dû être traité plus tôt. Apparemment, il est du devoir d'Inès de protéger la famille royale de tout mal, et c'est pourquoi elle se méfiait de Nor plus tôt. Nor réalise enfin qu'Inès n'est pas une servante et devient encore plus déconcertée d'apprendre qu'elle est la vice-capitaine du corps des guerriers. Selon Inès, elle est connue sous le nom de bouclier divin depuis son enfance et a reçu le devoir de protéger Dame Lin, et depuis que Nor a rempli le devoir d'Inès en son absence, Inès lui doit la vie et promet de devenir quelqu'un sur qui il peut compter pour ses besoins. Toutefois, elle lui rappelle à l'ordre en lui expliquant qu'il passera un sale moment la prochaine fois qu'il parlera aussi familièrement au roi. Inès part et Gilbert s'approche de Nor ensuite, le défie à un duel car il veut voir de quoi ce type est capable. Je pense qu'à ce stade, Nor ne pourra jamais rentrer chez lui. Nor le suit, mais il est épuisé par toute cette course et veut juste rentrer chez lui. Il demande donc à Gilbert ce qu'ils sont censés faire. À ce moment-là, Nor réalise qu'ils sont arrivés dans la salle d'entraînement du château, et Gilbert lui dit qu'il souhaite avoir un combat d'entraînement. Nor n'a pas eu l'occasion de s'entraîner avec quelqu'un d'autre depuis ses jours dans les écoles d'entraînement, donc il est en fait assez enthousiaste à ce sujet. Gilbert se dirige vers le rack d'armes et dit à Nor qu'il est assez connu dans la capitale royale, donc il veut voir ce que le héros qui a sauvé Lin est capable de faire en combat. Nor est heureux d'accepter, car il voit cela comme une excellente occasion d'améliorer ses compétences. Il ne pense pas personnellement qu'il sera capable de battre Gilbert, mais c'est une bonne opportunité quand même, donc Nor veut en profiter au maximum. Une petite foule s'est rassemblée autour d'eux, et ils se sentent désolés pour l'âme perdue qui a choisi de se mesurer au capitaine Gilbert. Mais dès que le combat commence, Gilbert fait le premier mouvement, et cette âme perdue l'esquive facilement. Gilbert continue d'attaquer et, bien que Nor esquive ses attaques, il remarque que les mouvements de Gilbert sont incroyablement précis. Il peut seulement imaginer la quantité d'entraînement que Gilbert a dû faire pour atteindre ce niveau. Une chose qu'il ne comprend pas est pourquoi les attaques de Gilbert sont si lentes. Nor n'a jamais pratiqué avec une autre personne auparavant, donc il suppose que Gilbert doit se mouvoir lentement intentionnellement, puisque Nor est un aventurier novice. Nor demande un temps mort et dit à Gilbert qu'il n'a pas besoin d'être si indulgent avec lui. Bien que Gilbert ait effectivement retenu un peu sa force, il accepte de passer à la vitesse supérieure. Il charge alors Nor avec toute sa force, et ses attaques sont maintenant beaucoup plus rapides. Mais Nor trouve toujours étrange que Gilbert se laisse si largement ouvert à une contre-attaque. Nor pense qu'il est impossible que Gilbert puisse être aussi vulnérable contre lui, donc il suppose que Gilbert doit l'attirer dans un piège. Pendant ce temps, Gilbert ne comprend pas pourquoi il ne parvient pas à toucher Nor avec sa lance. Il essaie alors d'utiliser l'un de ses mouvements signature sur Nor, mais bien que Nor soit surpris, il saute simplement dans les airs pour l'esquiver. Lorsque Gilbert essaie de le frapper en plein vol, Nor se glisse simplement sous l'attaque. Aucune de ses attaques n'a fait même transpirer Nor, alors il dit à Gilbert que ça va s'il accélère encore plus, car il va trop lentement. La fierté de Gilbert est blessée par cette remarque, et Nor commence enfin à réaliser que tout cet entraînement solaire l'a peut-être réellement rendu fort. Mais soudain, Gilbert utilise son coup ultime dans une tentative de toucher au moins une fois Nor. Une fois la poussière retombée, Nor a disparu et apparaît aux côtés de Gilbert. À la grande surprise de Gilbert, Nor lui dit qu'il abandonne. Après cela, Nor rentre chez lui pour la journée et est heureux d'en être sorti avant que les choses ne dégénèrent. Mais de retour à la salle d'entraînement, les subordonnés de Gilbert s'efforcent de trouver des raisons pour justifier que Gilbert est définitivement encore plus fort que Nor, même si son coup ultime n'a pas fonctionné. Mais au fond de lui, Gilbert sait qu'il a perdu de toutes les manières imaginables. Il a eu un talent pour la lance depuis le premier jour où il en a pris une en main, donc personne ne pouvait rivaliser avec sa puissance. Plus il s'entraînait, plus ses techniques devenaient puissantes et plus il gagnait en force, mais malgré tout cela, il ressentait uniquement de l'ennui, car il n'a jamais trouvé un adversaire à sa hauteur. Il est allé à travers le royaume à la recherche de puissants adversaires, mais après avoir déjà défait chaque guerrier de ce village particulier, le chef du village s'excuse et dit qu'il n'y avait personne ici pour égaler sa force.
Le chef continue en lui disant qu'il y a des rumeurs concernant les relations entre le royaume et un pays étranger qui se détériorent, donc ils appellent des troupes fortes pour se préparer à la probabilité de la guerre. Donc, si Gilbert a de la chance, il pourrait enfin rencontrer quelqu'un qui peut lui offrir le défi qu'il recherche désespérément. Gilbert est rentré dans la capitale, et aucun des membres de l'escouade ne pouvait lui résister. De plus, tuer des démons n'était plus une activité amusante pour lui. Peu importe la taille du démon, il en avait assez d'être entouré de faibles. Un jour, alors qu'il se détendait sous un arbre, son instructeur s'approche de lui et lui demande pourquoi il semble si morose alors qu'il vient d'être couronné souverain de la lance. Malgré ce titre prestigieux, Gilbert est toujours aussi ennuyé car il est entouré de gens totalement faibles. Son instructeur remarque que Annette est une personne forte, et bien que Gilbert soit d'accord sur le fait qu'elle est forte, c'est une force différente. À chaque combat d'entraînement, Gilbert est toujours le vainqueur décisif. Il pense que les choses seraient beaucoup plus intéressantes s'il y avait plus de personnes compétentes autour de lui, comme son instructeur. Il sait que son instructeur doit aussi s'ennuyer, surtout puisqu'il doit entraîner des aventuriers novices qui ne mesurent même pas à la puissance de son petit doigt. L'instructeur admet que c'est un peu ennuyeux, mais il est chargé de défendre le royaume, et peu importe à quel point il est fort, il ne peut pas gagner une guerre tout seul. De plus, il est sûr qu'un jour un aventurier apparaîtra qui surpassera sa force. Lorsque Gilbert a entendu parler d'un homme qui a réussi à vaincre un minotaure tout seul, il a voulu le rencontrer personnellement. Mais Nor semble être un mystère total. Il n'a montré aucun intérêt pour les cadeaux les plus luxueux que le roi avait à offrir, et il était si décontracté avec le roi que Gilbert a dû le respecter pour cela. Pendant le combat, Gilbert n'a pas pu sentir la puissance nécessaire pour vaincre un minotaure, mais cela ne change pas le fait que Nor a réussi à esquiver tous ses mouvements. Même quand il a utilisé son attaque de lance supersonique, cela n'a eu aucun effet sur Nor, alors que cela aurait signifié une sentence de mort assurée pour toute autre personne. De plus, Nor a abandonné le match de manière inattendue. Gilbert suppose que Nor l'a fait par courtoisie, puisqu'il ne voulait pas l'embarrasser devant ses subordonnés. En voyant Nor partir, Gilbert remarque des fissures dans le sol et ne comprend pas comment elles sont apparues ni ce que Nor a fait pour les provoquer. Mais ce qu'il sait, c'est que Nor a réussi à esquiver son attaque ultime alors qu'il était à pleine puissance. Il a enfin trouvé un adversaire véritablement digne qu'il cherchait. En rentrant chez lui, Nor pense à quel point il était naïf de penser qu'il était fort. Lorsque Gilbert a utilisé son attaque ultime, même après que Nor ait utilisé ses capacités d'amélioration physique et de pas de plume, il a à peine réussi à éviter le coup. Gilbert devait probablement retenir juste assez pour prouver un point, car il est impensable qu'il utilise un coup létal dans un combat d'entraînement. Nor est reconnaissant envers Gilbert pour lui rappeler qu'il est encore faible, donc il va s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. Le lendemain matin, Nor est occupé avec son travail habituel de nettoyage de gouttières, utilisant l'épée légendaire pour le faire. Il est choqué par l'efficacité de l'épée, car les gouttières n'ont jamais été aussi propres. Et grâce à la durabilité de l'épée, elle n'a même pas été légèrement rayée après tout ce que Nor a fait avec. Cependant, une fois qu'il a terminé le nettoyage des gouttières, il n'a rien à faire, car son travail de construction a été mis en attente en raison de l'incident dans le donjon. Comme il n'est autorisé qu'à accepter des missions de rang F, s'il n'y a plus de travail dans la capitale royale, il pourrait avoir des jours entiers sans rien faire. Nor ne veut pas que cela arrive, car son objectif est d'être utile aux gens. Il envisage de lancer une entreprise de promenade en bateau et d'utiliser l'épée comme une rame, mais il réalise alors qu'il devrait posséder un bateau pour cela. Il envisage de faire des pizzas, mais il aurait besoin d'un four. Enfin, il envisage de fabriquer un grill avec son épée, mais cela ne fonctionnerait pas non plus, car il ne peut faire une flamme qu'avec ses doigts. À ce moment-là, Nor entend des bruissements dans les buissons. Il se retourne et trouve Lynn debout là. Elle s'excuse pour sa visite impromptue, mais elle n'a pas réussi à le trouver à la guilde, alors elle a demandé au maître de la guilde où il pourrait être. Nor comprend, mais il n'avait pas donné au maître de la guilde sa localisation exacte, donc Lynn a dû utiliser ses capacités de suivi pour le trouver. Nor demande pourquoi Lynn est là, alors elle va droit au but et lui dit qu'elle a une demande spéciale à lui faire, elle veut que Nor l'accepte comme sa servante. Nor ne comprend pas ce dont elle veut parler, alors Lynn explique qu'il s'agit d'un assistant non rémunéré qui s'occupe de toutes les nécessités quotidiennes de Nor et espère acquérir des connaissances utiles de lui. Elle se contenterait de pouvoir traîner avec Nor et promet de ne pas lui causer de problème, mais Nor refuse toujours. Elle demande si elle a fait quelque chose pour l'offenser ou si elle pense qu'il est peu fiable, mais Nor lui dit que ce n'est pas le cas. Elle essaie de le rassurer en disant qu'elle peut être utile, car elle a obtenu les meilleures notes dans les 6 écoles de formation, mais sa compétence n'est pas le problème ici. Il n'a tout simplement rien à lui enseigner et n'a pas besoin de son aide pour son travail, car il est parfaitement capable de le faire tout seul. Lynn essaie d'offrir à Nor un énorme salaire s'il accepte d'être son instructeur, mais il ne se soucie toujours pas de l'argent. Lynn propose alors de le laisser utiliser ses services pour ce qu'il veut, mais Nor la refuse à nouveau. Il n'a vraiment rien à faire à Lynn, mais elle reste insistante et veut lui prouver qu'elle peut être utile. Elle sort alors sa baguette et dit qu'elle va démontrer sa compétence.
Elle lance un sort de glace pour tirer plusieurs pics de glace sur elle-même, mais avant d'être touchée, elle utilise un sort de feu pour les détruire. Elle dit à Nor que c'est le niveau le plus élevé de magie qu'elle peut utiliser et, en plus de cela, elle a également appris la compétence secrète de la classe voleur appelée sabre brumeux. Elle l'a apprise directement du maître Karou et elle est suffisamment puissante pour abattre un arbre d'un seul coup. Ensuite, elle veut montrer à Nor ses compétences en épée, alors elle envoie une entaille divine directement vers Nor, mais il esquive sans effort. Les dégâts causés à l'arbre prouvent la puissance du coup, et il inflige même des dégâts supplémentaires contre les monstres morts-vivants. Elle est sur le point de lui montrer d'autres compétences, mais Nor lui dit qu'il a vu assez. Lin pense que cela signifie qu'il est prêt à l'accepter comme sa servante, mais Nor refuse encore sa demande. Nor réalise que Lin doit penser qu'il est quelqu'un qui vaut la peine d'être étudié, mais après avoir vu tout ce dont elle est capable, Nor se sent honnêtement inférieur à elle. Il essaie de lui dire encore une fois qu'il n'a rien à lui enseigner, mais Lin interprète cela comme s'il pensait qu'elle est trop faible pour devenir son élève. Elle affirme que son pouvoir a été reconnu par tous les 6 souverains et assure qu'elle peut être utile à Nor d'une manière ou d'une autre si elle le rejoint. Le point de Nor n'est toujours pas compris, alors il dit à Lin qu'elle possède de nombreuses compétences impressionnantes, alors elle lui montre la limite actuelle de ses compétences. Lin est laissée sans voix et laisse Nor tranquille pour aujourd'hui. Mais en rentrant chez elle, elle se souvient de l'histoire d'un garçon sans talent qui a traversé toutes les 6 écoles de formation. Les gens pensaient souvent que ce n'était rien de plus qu'une légende fabriquée, puisque la plupart des adultes s'effondreraient sous la pression du programme de formation rigoureux dans une école, sans parler de compléter les cours dans les 6 écoles. Lin avait aussi pensé que c'était une histoire fausse, mais elle a réellement rencontré cette personne lorsqu'elle l'a sauvée d'une mort certaine. Oken lui avait montré quelque chose d'intéressant à propos du sort de base flamme minuscule. Bien que la flamme créée soit généralement aussi petite qu'un point, avec suffisamment de pratique, on peut faire grandir légèrement la flamme. Cela n'avait aucune utilité pratique pour lui, mais il était en vie depuis 200 ans à ce moment-là, donc pratiquer la flamme minuscule était devenu un passe-temps pour lui. Lin avait fait plusieurs tentatives pour agrandir sa flamme minuscule, mais peu importe ce qu'elle faisait, elle ne grandissait pas du tout. C'est quelque chose qui nécessite une dévotion inflexible sur une longue période, ce qui explique pourquoi elle a été si choquée lorsque Nor a réussi à créer une flamme minuscule massive, beaucoup plus grande que ce que Oken aurait pu faire. Oken est le plus grand sorcier du monde, donc les compétences de Nor étant à un tel niveau signifie qu'il surclasse de loin tout ce que Lin pourrait réaliser, et tout cela a été accompli grâce à ses propres efforts. Cependant, tous les sorts que Lin a démontrés étaient juste des choses qu'elle avait mémorisées. Nor avait le pouvoir de vaincre un minotaure, mais il vit toujours une vie normale sans se vanter ni faire de démonstration. Lin croit que Nor est non seulement fort de corps, mais aussi d'esprit. Dans un avenir proche, elle sera en position de diriger ce royaume aux côtés de son frère et de son père, et la règle de la famille clé est que ceux ayant du sang royal doivent être forts. Donc, elle veut apprendre comment atteindre une force semblable à celle de Nor. Si Nor ne veut pas être son instructeur, alors elle va devoir le suivre autant que nécessaire jusqu'à ce qu'il accepte de l'entraîner. On voit le prince réfléchir à la décision de son père. Il se demande pourquoi Nor a été choisi parmi tous, sans comprendre la raison pour laquelle son père a donné l'épée noire à un homme de lignée inconnue. Cette épée, acquise lorsque son père était encore aventurier, a été trouvée dans le coin le plus profond du labyrinthe des perdus au cours d'une longue et dangereuse quête avec les 6 souverains. L'épée est fabriquée dans un matériau inconnu, plus dur que l'oricalque et le métal de mana, et elle ne présente aucune égratignure, ce qui lui a valu le nom d'épée indestructible. La grande question est comment un matériau aussi résistant a pu se détériorer autant. Le prince doute de la décision de son père, se demandant s'il ne la prend pas de manière incorrecte, bien qu'il reconnaisse que son père a également remarqué l'inquiétude croissante dans le pays. Il est possible qu'il compte sur cet homme, se rappelant que Nor a vaincu un minotaure et sauvé la vie de Lin. Peut-être est-ce une arme secrète pour affronter ce qui est à venir. Nous revenons maintenant à Nor et Lin, qui se trouvent au marché. Nor demande à Lin si ça va d'être vu ici, et elle répond que oui, car avant tout, elle est une aventurière. Nor mentionne qu'il prévoit de se rendre à la guilde, et Lin, heureuse, souhaite l'accompagner. Lin l'appelle maître, ce qui fait que Nor se plaint dans sa tête, car il ne se considère pas digne de ce titre. Chaque fois qu'il essaie de clarifier le malentendu, les choses ne font que s'aggraver. Il décide de trouver un travail à la guilde, espérant que Lin verra combien c'est simple. En arrivant à la guilde, le maître se surprend de voir Nor accompagné de Lin, pensant qu'il a eu des problèmes. Nor ne sait pas comment expliquer la situation, mais le maître se souvient qu'une des règles est de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres, donc il s'excuse pour son avis. Changeant de sujet, Nor mentionne qu'il veut un travail que 2 personnes peuvent faire. Après un moment de recherche, le maître considère que Lin, avec son rang B-argent, et Nor, avec son rang inférieur, peuvent s'occuper d'une mission de chasse aux gobelins aux abords de la capitale. Nor, enthousiasmé, sait que les gobelins sont un standard pour les aventuriers qui souhaitent tester leurs compétences. Il demande si vraiment ils peuvent assumer cette tâche, et le maître confirme que oui. Lin peut accepter des missions de rang argent seul,
mais amener un compagnon de rang inférieur est une responsabilité. Nor se rend compte qu'il profite du rang de Lin et lui demande si elle est d'accord. Lin répond affirmativement, disant qu'elle est heureuse d'aider et que si elle peut faire quelque chose de plus pour lui, il n'a qu'à demander. Nor la remercie, prend son épée et se prépare à partir, excité parce que l'un de ses rêves se réalise. En sortant, le maître crie à Nor de patienter, car il ne lui a pas donné les détails sur l'endroit où ils doivent aller. Ils retournent à la guilde et le maître leur montre la zone où ils doivent se rendre, la forêt des bêtes. La preuve pour la mission est de ramener l'oreille droite d'un gobelin, et ils ne peuvent pas obtenir de compensation sans elle. Il mentionne également que des rapports récents indiquent une diminution du nombre de gobelins, donc, s'ils n'en trouvent aucun, ils peuvent ramasser des herbes médicinales ou quelque chose de similaire et les ramener. Après cela, Nor et Lin se dirigent vers l'entrée pour sortir enfin et se rendre à la forêt des bêtes. Une fois arrivés, Nor observe la nature environnante et remarque que les arbres sont différents de ceux du bois du sud. Lin lui explique que l'écologie est différente. Nor lui demande quel genre de créatures sont les gobelins, voulant en savoir plus à leur sujet. Lin répond qu'ils chassent généralement des petits animaux comme proie et mangent des fruits d'arbres, mais ils ont commencé à attaquer agressivement les humains pour se nourrir également. Si on les laisse faire, leur nombre pourrait trop augmenter, entraînant une pénurie de nourriture et une invasion possible des villages humains. C'est pourquoi les aventuriers les chassent régulièrement pour contrôler leur population. La présence des gobelins influence l'écosystème de la forêt, car il n'est pas bon de les chasser jusqu'à leur extinction. Cette forêt est également connue pour sa flore et faune rare, non trouvée ailleurs, et est utilisée comme terrain d'entraînement et pour générer des revenus pour les aventuriers débutants. En écoutant Lin, Nor réalise qu'elle possède non seulement des compétences, mais aussi une connaissance étendue. Il se rend compte qu'il y a très peu de choses qu'il peut lui enseigner. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Lin ne détecte aucun signe de gobelin, confirmant que les rapports sur leur diminution sont exacts. Cependant, il détecte un monstre plus loin et Lin veut jeter un coup d'œil. En avançant, Nor remarque que l'obscurité augmente, et Lin explique que cette partie de la forêt est remplie d'arbres très vieux, rendant difficile la pénétration du soleil. Les gobelins semblent apprécier des endroits comme celui-ci. Soudainement, ils s'arrêtent car la présence d'un monstre était devant eux, mais elle a disparu. Une fois arrivés sur place, ils ne voient rien autour d'eux, mais Nor remarque quelque chose et voit la moitié d'un corps de gobelin suspendu dans l'air. Lin utilise alors de la magie pour enlever l'invisibilité du monstre, révélant ainsi un gobelin juste devant eux. Tous deux sont surpris de le voir, et Lin confirme qu'il s'agit d'un gobelin. Nor ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi grand que cela. Ils disent que les gobelins sont les plus faibles, mais il y a une grande différence entre entendre parler d'eux et en avoir un devant soi. Le gobelin à la peau verte, marche sur deux pattes, a des yeux perçants comme une bête et utilise des outils. Nor observe cela lorsque le gobelin géant prend un arbre pour l'utiliser comme arme. Le monstre pousse un rugissement terrifiant. Nor pense que tous les aventuriers traitent avec des monstres comme cela sans problème, mais en voyant Lin, il remarque qu'elle est effrayée, ce qui est compréhensible car bien qu'elle soit bénie avec des compétences, elle a encore très peu d'expérience en combat réel. Il lui dit de ne pas avoir peur car ils n'ont qu'un gobelin à affronter, et qu'ils réussiront à le vaincre ensemble. Cela redonne du courage à Lin, qui se montre déterminée à se battre à ses côtés. En voyant le monstre, Lin comprend immédiatement qu'il s'agit de l'empereur gobelin, une sous-espèce du roi gobelin, considéré comme une menace extrême. L'empereur gobelin est un monstre créé à partir de manipulations génétiques humaines dans des recherches détournées qui ont révélé ce savoir interdit. Il est désormais également interdit, et de plus, il mange les membres de sa propre espèce. Le gobelin ingère ce pouvoir et devient plus fort. En voyant la réaction de Nor, qui veut se battre contre ce monstre, Lin pense qu'il est venu ici parce qu'il savait déjà cela. Elle croit que la raison pour laquelle il a pris ce travail avec autant d'enthousiasme était pour éliminer cette menace que personne ne connaissait. Bien qu'elle soit convaincue de cela, ce n'est pas le cas des deux aventuriers qui ont mal compris la situation. Ils commencent donc leur lutte contre ce monstre. Le gobelin se lance directement vers Nor, qui utilise une parade pour bloquer ses attaques. Après avoir utilisé cette compétence 3 fois de suite, il parvient à enlever un des troncs que l'empereur gobelin tenait, tout en le laissant étourdi par le pouvoir de son parade. Sans perdre de temps, Nor fait signe à Lin, qui utilise immédiatement plusieurs sorts offensifs contre le monstre, mais celui-ci esquive toutes les attaques grâce à sa rapidité. Ensuite, le monstre commence à lancer une grande quantité de troncs vers Nor, tandis que Lin remarque que la blessure sur le monstre a cicatrisé. Les empereurs gobelins ne devraient pas pouvoir se régénérer aussi rapidement. En observant de plus près, Lin remarque une pierre de mana incrustée sur son front et informe Nor qu'ils doivent l'enlever pour le vaincre. Soudain, le gobelin lance 3 troncs par-dessus eux et un en ligne droite. Nor réalise qu'il ne peut pas bloquer tout cela en même temps. Lin réagit rapidement avec une rafale de vent, créant une puissante bourrasque qui repousse les troncs et provoque une explosion d'air autour d'eux. Après cette attaque, Lin constate que l'empereur gobelin régénère constamment son pouvoir avec la pierre de mana. À ce rythme, il risque de manquer de résistance et de magie. En réfléchissant, Nor a une idée, il propose à Lin de diriger le sort qu'elle vient d'utiliser pour le propulser vers Gobelin. Lin le prévient que ce sort est très puissant,
Mais Nor précise qu'il ne frappera pas directement avec le sort mais l'épée qui pourrait le supporter. Il pense que c'est leur seule chance de se rapprocher rapidement de lui. Lin accepte de le faire, se positionne et lance le sort vers l'arrière de Nor, le propulsant avec une force puissante contre le monstre. La puissance du sort le rend inconscient pendant quelques secondes, mais il revient rapidement à lui. Nor utilise alors amélioration physique et pas léger pour éviter les troncs que lance le gobelin. Il utilise aussi soin personnel pour continuer à résister, puis effectue un grand saut pour frapper avec son épée la pierre de mana, réussissant ainsi à l'enlever de son front. Une fois la pierre en main, Lin se charge de tuer l'empereur gobelin toute seule. En toute sécurité, Nor pense qu'il est préférable de s'abstenir de tuer plus de gobelins pour le moment. Il ne devrait pas être trop confiant et se mettre dans des situations aussi dangereuses. Il décide d'affronter le prochain défi après avoir encore plus entraîné et renforcé ses compétences. En parallèle, des hommes discutent avec le prince au sujet de l'empereur gobelin. Ils sont stupéfaits de la puissance de la pierre de mana pure, et des rapports indiquant que l'empereur gobelin était plusieurs fois plus grand qu'un roi gobelin. Le prince a exprimé son avis, trouvant que quelque chose de ce genre est anormal, suggérant que l'empire magique pourrait être responsable de l'incident. Il lui explique que cette pierre de mana pourrait être le cœur d'un démon de la théocratie sainte de Mitre. Quant à Lin, elle n'a que des blessures mineures. Le monstre s'était caché derrière un puissant seau et les a attaqués en embuscade dans le bois des bêtes. Lin pense qu'il y est resté quelques jours, voire plus. Le prince est surpris d'apprendre cela et se demande comment ils ont pu transporter un objet aussi remarquable jusqu'à ce pays en premier lieu. En revenant à Nor et Lin, Nor raconte au maître de la guilde que le combat était beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait, mais grâce à Lin, ils ont survécu. Le maître de la guilde suppose que Nor a seulement observé le combat de loin, et Nor admet que oui, car pour être honnête, il a à peine aidé. De plus, il n'a aucune idée de où il serait maintenant si Lin n'avait pas été là. Elle essaie de lui expliquer qu'il l'a aidé, mais on ne lui prête pas attention à ce moment-là. Dans son rapport, Nor mentionne la pierre de mana sur le front du gobelin, ce qui attire l'attention du maître de la guilde. Celui-ci demande s'il est sûr qu'il s'agissait bien d'un gobelin, et Nor répond que oui, il en est convaincu. D'un autre côté, Lin croit fermement en ses paroles, le considérant comme expérimenté, et ne tient pas compte de ce que disent les autres. Le maître de la guilde suppose donc qu'il s'agissait d'un gobelin rare et leur demande de lui apporter l'oreille droite du monstre. Cependant, Nor et Lin ont l'air déçus en devant lui annoncer qu'ils ont brûlé le gobelin jusqu'à réduire en cendres, ce qui signifie qu'il se retrouve sans récompense. Dans le château, le prince Rein reçoit un rapport compilé des incidents étranges qui se sont récemment produits dans le royaume, et il est choqué de réaliser que beaucoup de ces rapports sont similaires à l'incident qui a eu lieu dans la forêt des bêtes, ce qui signifie que l'ennemi a déjà infiltré le royaume à un haut degré. Il ordonne au service secret de rassembler tous les membres disponibles avec des compétences de recherche et de se rendre dans la forêt pour voir s'ils peuvent débusquer des intrus. Il souhaite également que les 6 maîtres soient appelés pour aider, car cela pourrait être une urgence sérieuse. Les services secrets partent pour exécuter ces ordres et Rein n'en revient pas de ne pas avoir réalisé cela plus tôt. Il n'a aucune idée de ce que l'Empire magique pourrait planifier, mais il est dégoûté qu'il soit prêt à mettre en danger la vie de tous les citoyens innocents simplement parce qu'ils veulent récupérer les droits sur le donjon. Pendant ce temps, Nor et Lin sont en train de manger un morceau, et heureusement, le maître de guilde a été assez aimable pour donner à Nor la récompense malgré l'absence de preuves. Il sait que Nor et Lin ne mentiraient pas à ce sujet et qu'un seul gobelin ne vaut pas grand-chose de toute façon, donc il n'a vu aucun mal à le faire. Nor est heureux d'avoir réussi sa première chasse avec Lin, mais il commence à se demander combien de temps elle a l'intention de rester. Il est déjà le soir, donc le roi doit avoir commencé à s'inquiéter maintenant. Pile à ce moment, Lin se tourne vers Nor et dit qu'il est temps pour elle de rentrer chez elle pour la journée, mais qu'elle reviendra demain pour traîner de nouveau. Juste avant qu'elle ne parte, Rein arrive, mais il n'est pas là pour Lin. Il est en fait venu chercher Nor, car il a une requête à lui faire. Il s'excuse de lui demander cela si soudainement, mais il veut que Nor se rende demain matin dans une ville du district de la montagne avec Lin. Il dit qu'il fournira une calèche ainsi qu'une escorte pour le voyage et, bien sûr, Nor sera bien rémunéré pour le dérangement. Nor semble d'accord, donc il accepte la demande de Rein, même s'il n'a pas reçu beaucoup de détails sur la mission. Mais la raison pour laquelle Nor a accepté en premier lieu n'a rien à voir avec la mission, il n'a jamais eu l'occasion de monter dans une calèche auparavant, donc il voulait voir ce que cela faisait. Alors que la calèche traverse le paysage, Nor est émerveillé par toute la belle scène, car les seuls endroits qu'il a jamais vus sont sa maison et la capitale. Cependant, Lin ne semble pas autant apprécier le trajet que lui. Il lui demande si elle n'aime pas le paysage, mais Lin reconnaît que c'est plutôt beau, elle se sent juste mal que Nor ait été chargé d'une requête de la part de son frère. Nor lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, car il est bien payé pour cela et il lui doit toujours une faveur pour l'avoir aidé lors de la chasse aux gobelins de toute façon. Avant leur départ, Rein leur a expliqué l'itinéraire de leur calèche, en disant qu'ils se dirigeraient d'abord vers le district montagneux de Tolos et, une fois là-bas, ils attendraient un peu avant de continuer. Si rien d'étrange ne se produit pendant qu'ils sont là, alors ils avanceront et traverseront la montagne en direction de la théocratie sainte de Mitra.
Nor a demandé s'il était vraiment correct qu'il soit payé pour cela s'il n'avait rien à faire, et Rein a dit que c'était bien, mais que Nor ne ferait rien seulement dans le meilleur des cas, où rien ne se passerait mal. Lynn espère vraiment que tout se passera bien, mais même si les choses tournent mal, elle est là en tant que secours. Elle ne veut pas mentionner cela, mais Rein lui a donné un ordre secret avant leur départ. Il lui a dit que dans un avenir proche, une crise sans précédent frapperait la capitale royale et qu'il ne pourrait pas faire grand-chose pour l'empêcher. Il a donc dit à Lynn que si elle recevait des nouvelles de la destruction de la capitale royale, elle devait fuir à Mitra avec Nor et Lynn. Il n'a pas informé Lynn de ce plan, car il savait qu'elle voudrait sûrement rester et se battre pour la capitale, et il ne peut pas la laisser se mettre en danger. Elle pense que ce n'est pas une bonne idée de quitter la capitale en tant qu'escorte de Lynn et Nor alors qu'ils sont à la veille d'une crise, mais Rein insiste sur le fait que son travail est d'une importance capitale. Elle est la seule à qui il peut confier la sécurité de Lynn, donc il a besoin qu'elle veille à ce que Lynn reste en sécurité, quoi qu'il arrive. Revenons au présent, Nor et les autres font actuellement une pause près d'une rivière. Inès prend un moment pour s'excuser auprès de Nor de l'avoir mêlée à tous ses ennuis. Nor ne comprend pas ce qu'elle veut dire, car il s'agit censément d'un voyage ordinaire. Plus important encore, il remarque qu'Inès semble contrariée par quelque chose, alors il lui demande si quelque chose la dérange. Elle répond qu'elle est un peu inquiète en ce moment, surtout avec ses responsabilités d'escorte actuelles, ce qui signifie qu'elle doit également protéger Nor. Nor lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui, car il est parfaitement capable de se défendre et, si les choses deviennent vraiment mauvaises, il fuirait si nécessaire. Inès lui dit qu'il ne devrait pas faire ça, car si les choses tournent mal, elle pourra les protéger, lui et Lynn, avec son bouclier. Nor est surpris qu'Inès ait un bouclier avec elle, car elle ne semble pas avoir d'équipement sur elle. Alors, Inès lui propose de lui montrer son bouclier et utilise sa compétence pour générer un bouclier de lumière verte devant elle. Nor est encore plus impressionné qu'avant, et Inès lui dit qu'il peut se réfugier derrière lui s'il se retrouve en grand danger. Selon ce qu'il a entendu de Lynn, Gilbert est censément assez fort pour abattre un dragon à lui seul, et Inès est presque égale à lui en termes de force. Pendant ce temps, Nor pense qu'il est comparativement faible puisqu'il peut à peine gérer un gobelin. Il dit à Inès qu'il pense qu'elle est incroyablement talentueuse, mais elle n'appellerait pas cela du talent. Elle explique qu'elle avait réalisé qu'elle avait un pouvoir spécial en elle lorsqu'elle était enfant à l'orphelinat, mais elle ne savait toujours pas ce que c'était. Un de ses amis a vu la lumière émanant de sa main et a décidé de la toucher, mais cela a conduit à une blessure pour l'ami d'Inès. Cela a été incroyablement traumatisant pour Inès, mais une fois que les adultes l'ont découvert, ils ont rapidement guéri la fille et ont convoqué Inès pour discuter de sa capacité. Inès n'a pas eu de problème, car ce qui s'est passé était un accident, mais les adultes étaient plutôt intéressés par sa capacité, alors ils lui ont demandé de la démontrer. À contre-cœur, elle leur a montré sa lumière verte et ils ont reconnu ce pouvoir comme un don des cieux, une énergie qui peut prendre la forme d'une épée pour abattre ses ennemis ou d'un bouclier pour protéger ceux qu'elle aime. C'est un pouvoir polyvalent qui pourrait même détruire un pays selon son utilisation, alors les maîtres ont dit qu'ils lui apprendraient à utiliser son pouvoir correctement. Sa formation a principalement été assurée par le maître du bouclier, Dandalg, et avant longtemps, elle a pu former un bouclier capable d'arrêter des rochers avec facilité. Cependant, même avec le contrôle sur ses pouvoirs, l'incident avec son ami l'a amené à craindre constamment de blesser accidentellement les autres, alors elle s'est délibérément éloignée de son entourage. Mais le jour où elle a rencontré Nor, elle a été choquée de réaliser qu'elle avait déjà entendu son nom quelque part. Lors d'une mission avec Dandalg, il venait de sauver Inès d'une mante géante, mais il restait encore plus de monstres à venir et les soldats qui les accompagnaient commençaient à montrer des signes de fatigue. Dandalg avait alors mentionné qu'il souhaitait que quelqu'un comme Nor soit encore là. Nor avait gagné l'approbation de son père adoptif avant qu'elle ne puisse le faire, donc Inès a développé une jalousie naturelle envers cette personne nommée Nor, malgré le fait qu'elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. C'est pourquoi elle était si hostile envers Nor lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois, et elle se sent toujours jalouse, mais elle ne veut pas laisser ses émotions interférer avec la mission, car elle doit protéger Lynn à tout prix. Alors qu'il continue vers les champs, Nor remarque une étrange tache morte dans les champs, et Lynn réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle lance un sort de dévoilement et dissipe la magie de dissimulation pour révéler un dragon géant et venimeuse. Pendant ce temps, à la capitale, la situation s'est aggravée, comme Rein l'avait prédit. Plusieurs monstres ont été aperçus dans toute la capitale et, bien que le corps des guerriers s'en occupe, ils n'ont pas assez de soldats pour gérer tous les monstres. Rein ordonne aux troupes de l'épée de bloquer la route pour arrêter l'avancée des monstres et, pendant ce temps, il veut que les services secrets et les chasseurs assistent autant que possible. Le roi est toujours incrédule que Délida puisse être assez mesquin pour causer autant de destruction simplement parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Malheureusement, il ne semble pas que Délida s'arrêtera là non plus. Le roi demande alors où se trouvent les 6 maîtres. Rein lui répond que tous les 6 ont été envoyés à divers endroits en raison de l'apparition de monstres exceptionnellement puissants, ce qui les occupe pour le moment. Avec leurs forces ainsi dispersées, leur chance de victoire diminue de minute en minute, mais au moins Rein a réussi à mettre Lynn en sécurité à temps.
Pendant ce temps, Lin et les autres, après que Lin a lancé le sort de dévoilement, voient un petit garçon à côté du monstre se faire attaquer. Inès voit le monstre et le reconnaît comme étant un dragon noir de la mort. Mais en voyant le monstre attaquer le petit garçon, Nor ne pose aucune question et se précipite pour le défendre. Alors que le monstre s'apprêtait à écraser le garçon, Nor apparaît devant lui et par l'attaque. Pendant ce temps, Inès demande à Lin si elle a remarqué que le garçon est apparu en même temps que le monstre, ce qui signifie qu'il était également dissimulé par le sort. Cela ne peut signifier qu'une chose, le garçon doit être un démon. Lin se souvient d'une discussion avec Rein à propos des démons. En résumé, les démons sont presque identiques aux humains, mais ils ont la capacité spéciale de former des liens mentaux avec les monstres à volonté. Ils sont donc considérés comme plus proches des monstres que des humains et sont vus comme des abominations par la plupart des gens. Il existe des récits qui indiquent que Mithra a presque été complètement anéanti par les démons il y a 200 ans. En raison de cela, les démons ont été chassés par les humains jusqu'à ce qu'on les croie éteints. Cependant, il reste encore quelques démons survivants dans le monde, et en raison de l'histoire et de leur quasi-extinction, ils nourrissent une haine extrême pour les humains. Puisque ce garçon est un démon, cela signifie qu'il a conduit le monstre ici dans une tentative d'attaquer la capitale avec lui. Inès ne peut pas croire que Nor aiderait quelqu'un qui est clairement un ennemi, mais quoi qu'il en soit, Lin pense qu'il devrait aller aider Nor. Cependant, Inès la retient et dit qu'elle ne peut pas permettre à Lin de l'aider car ce n'est pas sûr. Alors que Nor par les attaques de le dragon, il réalise que cette créature est beaucoup plus faible que le gobelin qu'il a combattu avec Lin. S'il peut juste la retenir jusqu'à ce que Lin ou Inès arrive, la tuer devrait être facile. Cependant, il y a une chose que Nor n'a pas anticipée, le dragon émet un gaz noir dans sa direction. Normalement, Nor sauterait pour se sauver, mais s'il faisait cela, le garçon serait blessé, alors il décide de parer le gaz à la place. Malheureusement, cela conduit Nor à être empoisonné et les effets sont catastrophiques pour sa santé. Du sang commence à s'écouler de sa bouche et de ses yeux alors que le poison commence à faire effet, et d'après les dégâts déjà causés, Nor sait que c'est un poison mortel. Il s'effondre au sol alors qu'il perd ses forces et le dragon s'apprête à cracher encore plus de poison. Lin veut se précipiter pour le sauver, mais Inès l'arrête, avertissant que le prochain nuage de poison sera bien plus grand et qu'elle ne ferait que se mettre en danger. C'est le devoir d'Inès de protéger Lin à tout prix, alors si elle peut au moins s'assurer que Lin survit, le royaume pourra être reconstruit dans le pire des cas. De plus, un souffle du dragon noir de la mort est une condamnation à mort assurée, donc même s'ils avaient le plus grand guérisseur du monde à portée de main, ils ne pourraient toujours pas sauver Nor. Alors que le monstre crache une autre vague de poison, Inès utilise son bouclier pour le bloquer, mais une partie du poison parvient à passer, donc Lin commence à utiliser un sort de purification pour essayer de le repousser, mais ce n'est pas suffisant. Tout en luttant pour repousser le poison, Inès s'excuse auprès de Nor de l'abandonner à la mort, ce qui va à l'encontre de ses principes de laisser quelqu'un sur le point de mourir devant elle, mais elle n'avait pas le choix. Cependant, à sa surprise, elle voit Nor continuer à combattre le dragon malgré le sang qui s'écoule de sa bouche et de ses yeux. Elle comprend enfin pourquoi Dandalg pensait si hautement de Nor, et c'était à cause de sa volonté indomptable de protéger les autres, quoi qu'il en coûte. Mais même si Nor veut continuer, le poison finira par lui prendre la vie. Peu après, Nor s'effondre à nouveau au sol et il voit qu'il saigne beaucoup, mais pour une raison quelconque, il dit que c'est bon et il semble avoir un plan pour vaincre le dragon malgré tout. Dans un changement de scène, on nous raconte l'histoire de Rollo, le garçon démoniaque qui contrôle le dragon venimeux. Dans son passé, il passait tous les jours en prison, confiné avec d'autres comme lui. Ils sont appelés des enfants maudits parce qu'à la naissance, ils possèdent le pouvoir de contrôler les bêtes magiques. Il a entendu dire que, il y a très longtemps, c'était une capacité utilisée uniquement pour contrôler le bétail, mais ensuite quelqu'un a commencé à l'utiliser pour contrôler des monstres pendant la guerre, ce qui a causé la mort de beaucoup de gens. Ainsi, ils ont commencé à être détestés. Un jour, quand il posa une question, ils le frappèrent jusqu'à ce qu'il soit presque méconnaissable et ne lui donnèrent que de l'eau sans nourriture pendant 3 jours entiers. Peut-être à cause de ce pouvoir maudit, il pouvait lire dans l'esprit de n'importe qui se trouvant devant lui. Quand ils découvrirent qu'il en était capable, il devint encore plus violent qu'avant. Mais, malgré toutes les horreurs qu'il subissait, il ne se vengeait jamais, et n'y pensait même pas. Bien qu'il détestât être méprisé, maltraité et frappé, il n'a jamais envisagé de blesser qui que ce soit. Finalement, la personne qui le maltraitait lui proposa un marché, emmener un monstre dans une ville, lui assurant que cela le rendrait utile aux autres. De plus, il lui promit qu'il ne serait plus battu et qu'il aurait toute la nourriture qu'il voudrait. Ce même avantage serait accordé aux autres comme lui. Rollo ne pouvait pas lire dans l'esprit de cet homme car il possédait un artefact qui l'en empêchait, mais il décida de lui faire confiance car il savait qu'il tenait toujours ses promesses. C'est ainsi qu'il est arrivé là où sont Nor et les filles. Lorsque Rollo perdit le contrôle du monstre, il prit la décision de laisser cette créature lui ôter la vie, pensant que ce serait le mieux. Mais avant cela, il fut sauvé par Nor. Rollo ne comprend pas pourquoi il le protège alors que le poison les envahit. Rollo est protégé par la faible guérison de Nor,
bien que ce dernier finisse par s'effondrer sous l'excès de poison qui envahit son corps. À partir de là, on nous raconte d'autres choses intéressantes sur Nor. Tout a commencé après son retour des écoles d'entraînement de la capitale royale. Pendant le dîner, il s'avère qu'il a récolté des herbes pour les manger, mais l'une d'elles était hautement vénéneuse. Il utilisa alors la faible guérison et le lendemain, se traîna jusqu'à une source d'eau pour s'asperger. Ensuite, il consulta un livre que sa mère lui avait indiqué, se rendant compte que ce qu'il avait mangé ne devait absolument pas être consommé. Bien qu'il fût encore très affaibli par le poison, il continua à s'entraîner en utilisant la faible guérison sur lui-même plusieurs fois de plus. Le lendemain, il fut surpris de se sentir déjà mieux. Mais plus tard, il fut piqué par un serpent, également très vénéneux. À sa grande surprise, les symptômes du poison disparurent très rapidement. Depuis lors, il développa un goût pour les choses vénéneuses, bien qu'il s'évanouisse parfois. À la fin, il n'acquit aucune capacité spéciale, mais il mangeait des choses vénéneuses au point de vomir un peu de sang. En goûtant à l'un de ces plats si étranges, Nor se rendit compte que les créatures venimeuses étaient très délicieuses. Revenons à l'actualité. Nor se relève après être tombé, et c'est la raison pour laquelle il commence aussi à trouver le dragon venimeux délicieux. Lorsque le monstre est sur le point de l'attaquer, Nor agit rapidement pour l'esquiver et se remettre en garde. Au début, il ne put contrer le poison à temps, alors il cracha un peu de sang, mais il sait par expérience que ce n'est pas si grave. En voyant le garçon derrière lui, il constate que la détoxification par sa faible guérison a fait effet à temps. Après cela, Nor commence à parer tous les attaques physiques du monstre. Rollo est impressionné de voir cela, à peine croyant qu'il peut affronter seul une créature aussi horrible. Une des attaques de Nor est très efficace contre le monstre, qui commence alors à préparer l'un de ses grands assauts venimeux. Nor suppose que ce coup mortel de la grenouille est le coup final. Mais avant que la bête ne souffle son venin sur lui, il utilise à nouveau sa parade pour frapper la mâchoire du monstre avec la pointe de son épée. Cela fait que le souffle venimeux s'accumule dans sa gorge, provoquant une explosion qui le détruit de l'intérieur. Après l'avoir vaincu, Nor trouve étrange qu'une grenouille aussi grande et dangereuse se trouve en dehors de la ville, mais il pense aussi qu'une grenouille si venimeuse doit probablement être assez savoureuse. Mettant cette question de côté, il se dirige vers le garçon pour lui demander s'il va bien. Cependant, en le voyant, il se rend compte que ce n'est pas le cas et pense que Lynn devrait l'examiner plus tard. Il lui demande également s'il est venu seul, ce à quoi Rollo répond que non, car il a amené cette créature ici parce qu'il avait promis de l'emmener en ville. En entendant cela, Nor réfléchit au fait que Rollo a traversé tous ces problèmes pour amener une grenouille venimeuse ici, en concluant que cette grenouille était destinée à être mangée. Il sait que lorsqu'il s'agit de livrer de la viande rare, la meilleure façon de le faire est de la transporter vivante. Il comprend que Rollo a dû utiliser un seau pour se cacher et se protéger du vol, et il n'est pas surpris qu'une grande ville ait les techniques pour gérer ce poison correctement. De plus, il imagine que ce garçon a mis beaucoup d'efforts pour élever cette grenouille aussi bien que possible, se figurant même Rollo jouer avec la grenouille comme si c'était un animal de compagnie. Nor se convainc alors qu'il a ruiné la livraison de cette précieuse marchandise à la ville, et il n'hésite pas à s'excuser auprès de Rollo pour ce qu'il a fait à sa précieuse source de nourriture, en acceptant de lui payer sa perte. Rollo lui explique qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser, encore moins de le payer, et passe à autre chose. Ensuite, Nor lui demande comment il a fait pour amener une créature aussi féroce jusqu'ici. Rollo lui raconte qu'il peut contrôler les monstres et qu'il a utilisé cette capacité pour amener cette créature ici, redoutant la réaction de Nor. Mais Nor est simplement impressionné qu'un enfant aussi jeune puisse contrôler un monstre aussi énorme, trouvant que c'est une capacité incroyable. Il lui demande s'il y a d'autres personnes dans le monde qui peuvent faire quelque chose de semblable. Rollo trouve étrange qu'il appelle cela une capacité, et lui explique qu'en réalité, il est né avec cette aptitude, ce genre de pouvoir. Pourtant, Nor continue de penser que c'est quelque chose de génial, et que ce genre de talent ne peut être qu'un don du ciel. Voyant que Rollo ne comprend toujours pas, il finit par lui dire qu'il est de la race des démons, et que tous les démons peuvent faire ce genre de choses. Nor interprète cela comme signifiant que, en d'autres termes, c'est une tribu qui possède cette capacité, donc ce n'est rien de spécial pour eux. Mais Nor a imaginé tant de fois ce qu'il ferait s'il avait cette capacité. Il ferait en sorte que les animaux aident à travailler dans les champs, et ce genre de choses. S'il pouvait utiliser des oiseaux, ce serait génial qu'il livre des lettres même la nuit. Il ne s'inquiéterait pas d'être attaqué par des chiens errants. Il considère donc ce pouvoir comme quelque chose de vraiment incroyable. Avec un peu de difficulté, Rollo lui demande s'il n'a pas peur qu'il soit un démon, et s'il ne le déteste pas pour cela, car il y a des gens qui ont peur de lui et qui le détestent à cause de ce pouvoir. Nor ne comprend pas qui pourrait faire une telle chose, et ne pense pas que ce soit quelque chose à trop réfléchir. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est une capacité très utile. En entendant ce dernier mot, les yeux de Rollo s'illuminent, et Nor lui assure que c'est vraiment une capacité utile, aussi grandiose soit-elle. Rollo se rappelle alors de toutes les souffrances qu'il a endurées, et les larmes aux yeux, il demande si quelqu'un comme lui peut vraiment être nécessaire. Cela change l'expression de Nor, qui pense que, contrairement à lui,
ce garçon a été béni avec une capacité enviable. Il ne comprend donc pas pourquoi il a une si faible estime de lui-même. Il est probablement concentré sur d'autres choses en ce moment, mais Nor est sûr que ce garçon ira très loin. Il s'approche alors pour lui caresser la tête, lui répondant que bien sûr, il parle sérieusement, et qu'ils auront beaucoup plus besoin de lui que de Nor lui-même, même des hordes viendront lui demander son aide. Quelques instants plus tard, Lynn et Inès arrivent. Nor leur assure qu'il va bien car il est résistant au poison. Elles sont toutes les deux choquées par cela, et encore plus, car ce n'était pas seulement un poison mortel, mais un miasme. Elles en sont sûres, c'était un poison extrême qui détruit même le sol sur son passage. Prendre une attaque directe et continuer comme si de rien n'était semble presque impossible, mais elles se rappellent qu'il y a une possibilité, l'esprit sacré. Apparemment, le Maître Saint, le souverain de la rédemption, l'avait montré une fois. Lorsque le corps et l'esprit sont perfectionnés comme un saint, la technique purifie tout ce qu'elle touche et guérit toutes les blessures. C'est la perfection que Saint a finalement trouvée à la fin de son entraînement non conventionnel. Cela lui a pris 40 ans, mais Nor y est parvenu alors qu'il est encore si jeune, ce qui la laisse encore plus surprise. C'est alors que Nor lui demande de s'occuper de ce garçon en premier. Bien qu'elle n'ait pas une bonne opinion de cela, Lynn identifie sa peau pâle, ses cheveux argentés mêlés de bleu, et ses yeux sombres qui semblent vous attirer dans leur profondeur. Après l'avoir examiné, elle lui demande directement s'il est un enfant démon, ce à quoi Nor répond que oui. L'un lui demande alors ce qu'il compte faire à ce sujet, et Nor répond innocemment qu'il aimerait l'emmener dans le chariot si c'était possible. Cela inquiète l'un, consciente que les démons sont une race dangereuse et que de nombreux pays recommandent de les tuer pour cette raison. Elle lui demande encore une fois s'il est vraiment d'accord avec cela, car cet enfant est un démon. Nor l'interrompt en mentionnant que c'est dommage que le blé ait été gâché, mais que cet enfant n'a pas pu terminer son travail avec la grenouille venimeuse à cause de lui, ce qui les prend de court. Inès lui demande même s'il fait référence à ce dragon noir de la mort en parlant de la grenouille venimeuse. En revanche, Lynn demande à Rollo s'il apportait vraiment ce monstre terrifiant à la ville, devenant encore plus convaincu du danger qu'il représente, même si ce n'est qu'un enfant. Nor demande à Rollo à qui il a fait cette promesse, mais il répond qu'il ne le sait pas, car on ne lui a pas dit. Inès lui dit que cacher la vérité ne servira à rien, et que cela aiderait beaucoup s'il disait la vérité. Rollo leur répète qu'il ne le sait vraiment pas, et qu'il a été élevé ainsi. Inès commence à analyser son comportement effrayé et le regard dans ses yeux, voyant clairement que cet enfant a été un esclave. Apparemment, l'esclavage est interdit dans le royaume de Clay, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Il est probable qu'il soit un enfant soldat dont le statut a été exploité. Elle lui demande alors s'il a un foyer où retourner, et Rollo explique qu'on lui a bandé les yeux pendant une partie du trajet jusqu'ici, donc il ne sait pas où se trouve la ville où il était. Nor commente qu'il aimerait emmener Rollo à la ville la plus proche, ce qui surprend Lynn. Cela la pousse à réfléchir à ce qu'elle regardait vraiment. Son père lui disait souvent de ne pas se laisser influencer par les rumeurs et de faire confiance à ses propres yeux. Cependant, elle n'avait vu qu'un enfant d'une race maléfique, effrayé, sans se rendre compte qu'il y avait un enfant sous-alimenté qui n'avait nulle part où aller. Se sentant très honteuse d'avoir été si bornée, Nor demande alors au garçon quel est son nom, et celui-ci se présente comme Rollo. Nor trouve que c'est un excellent nom, court et facile à retenir. Pendant ce temps, Lynn s'approche d'Inès pour lui demander une faveur, voulant obtenir la permission d'emmener cet enfant avec eux. Avant qu'Inès ne rejette sa proposition, Nor mentionne que si Rollo n'a pas de lieu où aller, il pourrait simplement les accompagner. Cependant, Inès lui explique que ce n'est pas le problème, car les démons ne peuvent pas entrer dans la sainte théocratie de Mitra, leur destination, ce qui rendrait difficile de l'emmener. De plus, même s'il le laissait en chemin, il serait compliqué pour cet enfant de survivre seul. Lynn comprend ce qu'Inès veut dire, car s'ils emmènent Rollo avec eux, ils pourraient être considérés comme des ennemis de Mitra et être attaqués. Malgré cela, elle veut toujours faire quelque chose pour lui. Cependant, un individu inconnu avec les yeux bandés apparaît soudainement à une courte distance d'eux. Il mentionne qu'il pensait que Rollo serait mort depuis longtemps et c'est tout. Ce nouvel arrivant a les cheveux blancs, les yeux bandés et ne porte pas de chemise. Nor, toujours aussi naïf, lui demande s'il est celui qui a commandé la livraison. Nor s'excuse pour avoir gâché leur livraison, mais l'intrus répète simplement qu'il est là pour autre chose, il est là pour Rollo et pointe son épée en forme de croix vers lui. Nor sourit et lui demande s'il est là pour récupérer Rollo. L'intrus, d'un air sinistre, se lèche les lèvres et admet qu'il fait quelque chose de ce genre. Tout à coup, l'intrus est instantanément derrière leur groupe et attaque Rollo. Seul Nor parvient à réagir en conséquence et parvient à parer l'attaque avec sa propre lame. Inès attrape rapidement Lynn et se retire tandis que Nor, confus, demande à l'intrus ce qu'il fait. Nor n'a toujours pas compris que cet intrus ressemblant à un gojo est clairement un assassin. L'assassin recule lorsque son attaque échoue et demande à Nor s'il ne peut pas simplement remettre le gamin. Nor lui demande s'il parle toujours de Rollo, mais l'intrus répond qu'il se moque du nom, il veut simplement le cadavre. Il se précipite de nouveau pour attaquer, forçant Nor à se mettre en défense. L'assassin tente alors de sauter au-dessus de la tête de Nor pour atteindre Rollo,
mais Nord ajuste sa position et parvient à le repousser encore une fois, cette fois en détruisant l'épée en forme de croix de l'assassin au passage. Sur le côté, Lin ne peut que regarder la bataille, car les deux combattants sont trop rapides pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. De plus, Inès la prévient de rester derrière elle, peu importe ce qui se passe. Pendant ce temps, l'assassin sort de nouveaux poignards de derrière son dos et se précipite de nouveau. Il essaie d'attaquer par le haut mais est continuellement bloqué par Nord. Il répète l'attaque plusieurs fois, forçant Nord à rester sur la défensive avec son épée. En réponse, Nord ne peut que repousser l'assassin avec le plat de sa lame. L'assassin reconnaît qu'il ne pourra peut-être pas tuer le gamin rapidement, il doit donc d'abord se débarrasser de Nord. Il saute autour et, dans un mouvement soudain, avance en un clin d'œil. Son poignard est déjà à quelques centimètres du visage de Nord. Nord parvient à parer de nouveau, mais la force de l'attaque le repousse. Cela crée également une onde de choc qui propulse Rollo au sol. Nord se stabilise et se demande comment des couteaux si petits peuvent avoir des attaques aussi puissantes. En fait, cet homme semble être encore plus fort que le taureau qu'il a combattu dans le passé. Pendant ce temps, l'assassin remarque que ses poignards sont encore une fois brisés. Néanmoins, il en sort de nouveau et attaque de nouveau. Cet assassin doit être un vendeur de couteaux à temps partiel ou quelque chose du genre. L'assassin essaie d'utiliser sa supériorité en agilité pour attaquer Nord sous des angles inhabituels. Nord parvient encore à bloquer ses attaques, mais il sait qu'il est dans une situation difficile. Il bloque seulement par instinct et il est lentement repoussé. L'assassin continue d'intensifier ses attaques, jusqu'à ce que des images miroirs apparaissent tout autour de Nord. Lin peut seulement observer de loin alors que les vents provoqués par les attaques puissantes la frappent. Inès invoque des barrières tout autour d'eux pour s'assurer qu'ils ne seront pas pris dans le feu croisé. Inès reconnaît finalement leur attaquant, il s'agit de Zadu le Mort, un ancien aventurier de rang S. Par le passé, Inès a découvert un cas étrange où la cible était déclarée morte mais l'enquête restait ouverte. Lorsqu'elle en parle aussi souverain, il lui explique que la cible est en fait simplement déclarée morte au public. Zadu le Mort est un aventurier de rang S qui fait l'objet d'une quête du même rang. Gilbert exprime son intérêt pour le traquer, mais les 6 souverains rejettent rapidement l'idée. Ils soulignent que Zadu est tout simplement trop dangereux et ils ne veulent pas risquer des vies inutiles. Aucun remarque leur curiosité et explique finalement comment Zadu a maîtrisé l'alchimie naine ancienne et est devenu un tueur de dragons à l'âge précoce de 13 ans. Il a ensuite continué à gagner des distinctions jusqu'à devenir célèbre dans tout le pays. Malheureusement, il n'était pas aussi bienveillant que le héros que les gens pensaient. Il a commencé à tuer des gens, et comme il avait beaucoup d'influence auprès des autres aventuriers, la guilde n'a pas su quoi faire avec lui. Zadu a continué à accepter des quêtes, même lorsqu'elles impliquaient de tuer des gens, et il en est venu à détruire une nation entière, tuant tout le monde dans le pays. Ce n'est que lorsqu'une prime a été mise sur lui que les aventuriers ont été attirés, et tous ont fini par mourir. Pour éviter plus de décès, la guilde l'a déclaré mort. Pendant ce temps, le combat entre Zadu et Nord continue. Cependant, la dernière arme de Zadu se brise à nouveau. Nord s'excuse pour la rupture de ses armes, mais Zadu est de plus en plus curieux. Ses armes sont fabriquées en orichalque et en défense de dragon, et il se demande quel genre d'arme Nord utilise. Néanmoins, Zadu écarte ses pensées et décide de continuer sa mission. Heureusement, Zadu ne retire pas ses bandeaux pour révéler un Sharingan, mais il lance plutôt son premier épée brisée, celle en forme de croix, en l'air. L'épée flotte et commence à émettre une énergie rouge avant d'exploser en 100 morceaux, créant d'autres épées en fer flottantes dans les airs, toutes pointées vers Nord. Inès reconnaît la lame comme étant la croix de fer, une arme célèbre qui peut tuer des centaines de personnes en un seul coup. Zadu dit à Nord qu'il peut essayer de briser autant de morceaux qu'il veut, il peut simplement en créer plus. Il envoie alors la pluie d'acier sur lui. Nord échoue à parer les centaines d'épées qui viennent droit sur lui et Rollo, alors il choisit de se sacrifier pour protéger l'enfant et utilise son propre corps comme bouclier humain. Alors qu'il continue à encaisser les coups, Rollo ressent de la tristesse pour Nord et commence à pleurer. Inès réalise qu'à ce rythme, Nord ne pourra plus survivre. Son cœur humain lui dit de l'aider dans cette situation grave, mais son devoir l'empêche de faire un autre pas. Rappelant à Inès que sa mission principale est de garantir la sécurité de Lin à tout prix, et se sentant coupable pour la fois précédente où elle est restée là pendant que Nord se battait seul contre le crapaud, Inès décide de l'aider cette fois-ci. Avant de se lancer dans le combat, elle se tourne vers Lin pour obtenir sa permission de rejoindre Nord dans le combat. En attendant, Nord continue à parer la pluie d'épées volantes qui lui arrive dessus. Inès, dont la bénédiction est le bouclier divin, l'utilise enfin pour quelque chose de concret et protège Nord des attaques qu'il ne peut pas dévier. Elle montre comment son bouclier divin peut être utilisé pour des mesures défensives et offensives. Elle commence également à lancer ses boucliers vers sur Zadu le Mort, mais aucun ne l'atteint car il est bien trop habile et agile pour elle. Zadu navigue à travers les attaques d'Inès et se rapproche d'eux. Inès réalise que si cela continue, ils vont perdre, donc elle dit à Nord qu'il est temps qu'il commence à agir comme une véritable équipe. Elle conçoit une stratégie de bataille simple avec lui demandant de prendre l'offensive pendant qu'elle s'occupe de les défendre contre les attaques entrantes. Nord regarde les épées volantes un moment et déclare qu'il a déjà affronté des oiseaux beaucoup plus rapides,
impliquant ainsi qu'il a une certaine confiance face aux attaques de Zadu. Soudain, il remarque les griffes de dragon du crapaud mort éparpillées sur le sol et une idée lui vient. Il demande à Inès de retirer le bouclier sur son signal, prend les griffes et les lance vers les épées volantes. Lorsque les griffes et les épées se percutent en l'air, elles se neutralisent mutuellement. Utilisant ce plan simple de lancer de pierre, il continue à les lancer vers les épées volantes sans que Zadu ne s'en aperçoive. Zadu, réduisant la distance, tend une embuscade à Inès par derrière, mais juste à temps, Nor remarque et parie la dague de Zadu, sauvant Inès de devenir aveugle. Zadu ne comprend pas comment ce gars est capable de bloquer toutes ces attaques. Il lui demande comment il a pu briser la dague fabriquée avec l'un des matériaux les plus rares, l'adamantium. Nor reconnaît combien cette dague devait être coûteuse et s'excuse de l'avoir brisée, mais blâme Zadu pour avoir attaqué Inès par surprise. L'ego de Zadu commence à souffrir, n'ayant jamais pris autant de défaites dans sa vie. Désirant seulement réussir à porter un coup à Nor, il continue à frapper à gauche et à droite. Malheureusement pour lui, le résultat reste le même qu'auparavant. Zadu suspecte que la durabilité inhabituelle de Nor a quelque chose à voir avec son épée de nettoyage de gouttière à l'apparence étrange. Voyant qu'une autre de ses armes coûteuses a été brisée, il décide d'accepter sa défaite pour aujourd'hui et leur annonce qu'il va se rendre au grand festival qui se déroule dans la capitale royale. Les trois compagnons qui viennent de quitter la capitale royale ne comprennent pas vraiment ce que veut dire Zadu, mais ce dernier n'explique rien et se contente de dire à Nor qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi étrange que lui avant de partir. Zadu tente une dernière attaque bon marché contre Nor juste pour le plaisir, puis disparaît, espérant les revoir un jour. Nor décide de retourner également à la capitale pour assister au grand festival et demande à Rollo s'il veut les accompagner. Rollo, qui ignorait que la bande de Nor venait de la capitale, est complètement horrifié et tremble de peur. L'enfant explique qu'il n'y a aucun intérêt à retourner à la capitale, car elle sera envahie par quelque chose de bien plus terrifiant que le dragon de la mort noire. Lynn comprend enfin que la seule raison pour laquelle son frère a demandé à Inès de l'emmener à Mitra était pour qu'elle puisse rester en sécurité au cas où quelque chose arriverait à la capitale. Elle rappelle à Inès son devoir en tant que chevalier de protéger les gens et donne Rollo comme exemple vivant, révélant que le peuple de Rollo a été envahi de cette manière et que, par conséquent, la plupart d'entre eux sont maintenant esclaves des autres races. Lynn et Nor respectent la décision héroïque de Lynn et décident de retourner immédiatement à la capitale pour aider les gens. Rollo propose également de les accompagner, sachant que ce sont les démons qui sont responsables de l'invasion. Nor ne blâme pas du tout l'enfant et lui ébouriffe la tête, lui disant de ne pas se sentir responsable pour les autres. Nor détourne le regard avec un sourire douloureux, ce qui fait se demander à Lynn s'il se sent désolé pour l'enfant. Cependant, Nor est en réalité contrarié de ne pas avoir pu goûter au crapaud venimeux. En route vers la capitale, le cœur de Lynn bat la chamade à cause de la peur et de l'incertitude de ce qui pourrait se passer. Elle se calme en se disant qu'elle a le meilleur épéiste à ses côtés. Elle se rappelle constamment des responsabilités en tant que princesse et décide de mettre sa vie en jeu pour aider Nor à atteindre la capitale, étant le seul à pouvoir les sauver de cette catastrophe. Pendant ce temps, dans la capitale, le frère de Lynn, Rein, marche parmi les décombres, indiquant que la guerre est terminée, bien que nous sachions d'après la déclaration de Rollo qu'une nouvelle attaque des démons est imminente. Rein reçoit un rapport de son subordonné indiquant que la plupart des citoyens ont été évacués, ce qui le soulage. Il apprend également que les 6 souverains et la compagnie de l'ombre ont déjà repoussé l'embuscade de l'ennemi. Cependant, Rein soupçonne que quelque chose de plus important est sur le point de se produire et commence à se demander de quelle direction l'ennemi pourrait attaquer. Il réalise qu'il est fort probable que l'ennemi vienne du ciel et utilise son sort de révélation au-dessus de lui. Un gigantesque dragon noir nommé le dragon du désastre se révèle alors. Quand Nor était enfant, il lisait des histoires sur ces créatures terrifiantes qui parcouraient le monde, connues sous le nom de dragons diaboliques. En même temps, son père lui racontait la légende d'un tueur de dragons, un homme qui décapitait l'une de ses bêtes et découvrit que diverses parties du monstre, comme les griffes, les dents et les écailles, pouvaient être utilisées pour fabriquer des équipements fantastiques et des produits médicinaux capables d'apporter la prospérité à n'importe quelle terre. Impressionné par cette histoire, Nor déclara qu'il veut devenir un tueur de dragons, mais son père riait et le prévenait que ce ne sera pas une tâche facile, car ces créatures sont incroyablement puissantes. Certaines vivent même pendant des milliers d'années car elles n'ont pas d'adversaires égaux. Elles peuvent faire trembler le sol avec leurs pas et faire s'effondrer des montagnes d'un simple coup de queue. La menace est si grande qu'autrefois, tout le continent a failli être dévasté par ces dragons sauvages. Taquinant le garçon, son père secoue la tête de Nor en lui disant que des monstres comme ceux-là dévorent des gens comme collation de l'après-midi. Des années plus tard, lors d'un trajet en calèche vers la capitale, Nor ressent quelque chose à l'extérieur. En jetant un coup d'œil, il aperçoit un dragon de calamité planant majestueusement au-dessus de la ville. La créature colossale terrifie toute la population qui la regarde avec incrédulité face à sa taille indescriptible. Lord Rein se demande si l'Empire se rend compte de l'horreur qu'il a déchaînée, tandis que Darken fait remarquer que, selon les archives, ce dragon devrait être dans sa période de sommeil, puisqu'il ne se repose que depuis 150 ans.
Rein déduit que la bête a été réveillée spécifiquement pour attaquer la ville, alors il ordonne à son subordonné d'évacuer tout le monde avant que le pire ne se produise. Au sommet du mur de la ville, Mian suit le vol du monstre aux côtés de ses archers, sentant que quelqu'un utilise de la magie pour sceller toutes les routes d'évacuation, rendant impossible la réunion des 6 souverains. Pendant ce temps, SIG est entouré de squelettes et d'andalgues à une meute de loups féroces qui l'encerclent. Gilbert presse le roi de fuir, mais Sa Majesté reste calme, ordonnant au capitaine de protéger la population et d'assurer la sécurité de tout le monde en dehors de la capitale. Quant au roi Clay, il a sa propre tâche à accomplir. Analysant la situation à travers ses jumelles, Inès n'a aucun doute que la capitale sera entièrement détruite si ce dragon n'est pas arrêté. Sentant un mauvais présage, Lady Lynn soupçonne que son père utilisera son propre corps comme bouclier pour sauver la population, même si elle sait qu'il n'est pas de taille contre un ennemi de ce calibre. À côté de la princesse, Nor ne semble pas aussi tendu que les autres. En fait, il observe la bête ailée comme s'il était en safari, admirant la taille de la créature puisqu'il voit un dragon pour la première fois. Rollo commande discrètement que la grenouille qu'ils ont rencontrée plus tôt est un dragon, mais il décide de garder cela pour lui, tandis que Nor demande à Lynn si son père et son frère sont toujours dans la ville. Malheureusement, elle est certaine qu'ils y sont, mais il est trop tard pour les sauver. Cependant, Nor croit qu'il peut encore arriver à temps. La fille regarde la distance entre eux et les murs et lui demande si elle l'a bien entendu, mais Nor ne perd pas sa conviction, rappelant à Lynn ce qu'il a fait au gobelin. Elle se souvient qu'elle a utilisé une rafale de vent pour le propulser vers le géant, mais cette fois, la distance est bien plus grande. Néanmoins, Nor a l'intention d'utiliser son épée pour absorber l'impact de la chute. Il ressent un devoir envers les habitants de cette ville et envers le roi, alors il aimerait donner un coup de main. De plus, il pense que résoudre cette situation sera facile, et après tout ce qu'elle a vécu avec cet aventurier de rang E, Lynn ne doute plus de rien. Bientôt, elle se demande pourquoi elle reste assise là à se plaindre alors que son maître a dit qu'il y a encore du temps pour agir. Il est évident que la rafale de vent n'est pas conçue pour servir de catapulte, mais la personne demandant cette intervention défie la logique habituelle, alors il n'y a aucune raison d'hésiter. Pendant ce temps, Clay se souvient du moment où Delida a affirmé qu'il serait facile de punir son royaume insignifiant par la force brute. À l'époque, Clay lui a assuré qu'il ne céderait pas le donjon de la perdition à cet homme. Delida a soutenu qu'une civilisation dépassée comme celle de Clay ne ferait que gaspiller le véritable potentiel du donjon, alors qu'ils peuvent développer une force militaire capable de dominer le monde grâce aux ressources qui s'y trouvent. Clay a répondu que son royaume a choisi de ne pas manier un pouvoir qui dépasse leur contrôle, mais c'est pourquoi Delida croit que son rival ne régnera jamais sur un grand empire, ne possédant ni l'ambition ni la capacité d'être un grand roi. Maintenant, le dragon de calamité vient de poser le pied sur le sol de la capitale, laissant la destruction sur son passage. Clay sait désormais que Delida ira jusqu'à tout pour s'emparer de ce donjon. Il a sous-estimé son adversaire et paye désormais un prix élevé pour cela. Alors qu'il monte au sommet d'une tour, il est plongé dans un vieux souvenir où Lynn joue avec son père à cet endroit précis. Même si la ville entière est menacée de ruine, tout ce qui préoccupe le roi est la sécurité de sa fille, et ce sentiment le tourmente profondément. En réalité, il est d'accord avec Delida sur le fait qu'il n'est pas le genre d'homme destiné à porter une couronne. En étant honnête avec lui-même, Clay s'est toujours senti plus à l'aise sur le champ de bataille, alors il s'excuse auprès de tous ceux qui ont dû suivre les ordres d'un dirigeant insensé. Et bien que cela n'effacera pas ses péchés, Clay est prêt à mourir en échange d'un œil du dragon. Loin de là, Inès invoque le bouclier divin et demande à Nor de se placer devant le cylindre formé. Une fois en position, Lynn lance une série de sorts qui peuvent le protéger de l'attaque, ainsi que d'autres qui augmentent nécessairement la puissance de l'impulsion, mais avec certains risques. À cause de cela, elle s'excuse à l'avance si les fesses du garçon prennent feu dans le processus. Nor menace de reconsidérer sa décision, mais la jeune fille lance la rafale de vent, le propulsant loin au loin. Au même moment, Clay se retrouve face à face avec le dragon de calamité qui ouvre sa gueule massive, rassemblant de l'énergie. Rein réalise que c'est le souffle ancien qui a incinéré tout le continent il y a des centaines d'années, laissant toute la population figée de peur devant cette puissance imparable. Clay comprend rapidement que l'ennemi ne lui donnera aucune chance pour un combat équitable, mais au moins, il sent qu'il doit faire quelque chose de digne de sa couronne avant de rencontrer sa fin. Avec cette résolution, il dégaine une petite lame brillante, une arme que Rein explique être l'épée explosive, capable de drainer toute la mana de son utilisateur pour porter un seul coup sacrificiel. Sans une once de peur, le roi lève son arme, se préparant pour l'attaque finale de sa vie. Mais juste à ce moment-là, Nor arrive à la dernière seconde, utilisant sa compétence de parade pour détourner la tête du dragon sur le côté, empêchant le souffle de dévaster la ville et sauvant indirectement le roi. Les habitants de la ville regardent la scène avec incrédulité alors que le dragon tombe lentement au sol. Une fois relevé, le dragon, révélant une voix féminine, se demande pourquoi il est entouré d'une fumée sans fin. Au milieu de tout cela, elle aperçoit Nor et déduit que ce petit humain est responsable de l'intervention. Ses yeux brûlent de rage, car dans son esprit, les forts doivent contrôler les faibles et les écraser par la violence.
D'un coup de queue, le dragon démolit une partie du mur et dirige son agressivité vers l'humain qui part la queue avec la même compétence qu'auparavant. Une fois de plus, la créature s'effondre au sol, et Nor admet qu'il pense qu'il va mourir un peu plus tôt. Lorsqu'il est projeté par la rafale de vent, le jeune homme trébuche sur une pierre et se met à tourner dans les airs comme une éolienne. Il utilise un enchantement physique pour retrouver son équilibre, se tenant devant le mur massif. L'aventurier saute encore plus haut, son corps étant propulsé de plus en plus près du dragon. Pendant un moment, il menace de reculer face à une menace si terrifiante, mais il secoue la tête pour rester concentré, et la suite appartient à l'histoire. Après avoir de nouveau abattu la bête, Nor se gratte la tête, surpris que sa parade ait si bien fonctionné contre une créature aussi grande. Cette réalisation lui donne plus de confiance alors qu'il resserre sa prise sur son épée, ne voyant plus le dragon comme une bête terrifiante, mais croyant plutôt qu'il peut vaincre l'ennemi seul. Pendant ce temps, Lyn et Rollo arrivent à la capitale royale à cheval, essayant de trouver le roi et de fuir la ville aussi rapidement que possible. Cependant, le groupe est frappé par des débris, les faisant tomber de leurs chevaux. Les dégâts pourraient être bien pires, mais Inès les sauve tous avec son bouclier magique. Devant eux, ceux responsables d'avoir lancé les débris émergent de l'ombre, des gobelins empereurs marchent vers la princesse et les autres. Lyn réfléchit au fait que ces monstres sont beaucoup plus petits que ceux qu'elle a affrontés avec Nor dans la forêt. Pourtant, ils sont puissants, alors la jeune fille essaie de penser comme son maître, cherchant une solution à ce conflit. Elle demande ensuite à Inès et Rollo de ne pas avoir peur, car ils ne font face qu'à des gobelins, ce que son écuyer approuve en considérant l'adversaire de Nor. Les monstres attaquent et Lyn réagit avec la danse de glace, mais cela n'a aucun effet. Alors que les gobelins atteignent le bouclier, Rollo décide d'agir, prenant le contrôle des monstres et arrêtant leurs mouvements. Lyn profite de cette occasion pour invoquer sa magie de Cocyte, tandis qu'Inès invoque son épée divine. Avec les gobelins maintenant complètement gelés, la guerrière les abat avec son épée, les réduisant en fragments de glace. Avec cette victoire, Lyn observe qu'Inès mérite non seulement le titre de bouclier divin, mais que son épée divine est également digne de cet honneur. Quant à Rollo, la jeune fille est stupéfaite de le voir contrôler ces énormes gobelins avec seulement quelques mots, et le fait que ce jeune démon soit si puissant est tout simplement époustouflant. Quoi qu'il en soit, elle imagine qu'il faut beaucoup de courage pour utiliser une capacité aussi puissante. Pendant ce temps, le dragon attaque l'humain minuscule sur son chemin avec une fureur croissante. Bien qu'il ne soit qu'un insecte en comparaison de cette bête ailée, Nor parvient à esquiver chaque coup avec sa compétence de parade, frustrant ainsi son adversaire. Bien qu'elle croie que ses griffes et ses écailles devraient être indestructibles, elle voit son corps subir de sérieux dégâts à cause de l'impact de cette épée. D'ailleurs, Nor ne comprend pas non plus comment cette étrange arme peut rester intacte même lorsqu'elle est utilisée contre des adversaires aussi coriaces. Quoi qu'il en soit, il sait que la lame noire est la clé de la victoire. Cependant, vaincre le dragon ne sera pas facile, surtout qu'elle sait qu'elle est désavantagée au sol. Elle prend son envol et commence à accumuler son souffle à nouveau. Lorsqu'elle a amassé suffisamment de puissance, elle la libère directement sur l'humain qui a osé la défier, laissant Nor sans autre choix que de se défendre avec sa parade. Il dévie le souffle du dragon comme une balle de baseball, l'envoyant directement dans l'atmosphère et provoquant une explosion continentale dans le ciel. Face à cela, le dragon descend des cieux et pousse un rugissement perçant. Rollo observe la scène et commente que ce n'est pas seulement la rage qui consume la créature, mais aussi son orgueil blessé en voyant que son adversaire ne prend même pas le défi au sérieux. De même, Clay réfléchit au fait que les dragons sont naturellement égocentriques, mais qu'un dragon ancien de ce niveau l'est encore plus, étant donné qu'ils sont connus comme les créatures les plus puissantes sur Terre. Ainsi, lorsque Nor attaque l'ennemi, il arrache une de ses dents, provoquant la chute du dragon. L'œil rouge perd sa couleur vibrante, calmant ainsi la bête. Voyant la griffe et le monstre devant lui, Nor se remémore l'histoire que son père lui racontait lorsqu'il était enfant à propos du tueur de dragons, mais il ne se sent pas à la hauteur de ce genre de personnage. Le reste de l'équipe se regroupe, inquiet de savoir si le guerrier est blessé, mais il les assure qu'il va parfaitement bien. En fait, il mentionne que tout a soudainement pris sens, grâce à Rollo. Le garçon, confus, demande de quoi il parle, alors Nor explique que le dragon s'est calmé comme le garçon l'avait prédit. Cependant, Rollo révèle qu'il n'avait rien à voir avec cela, surprenant l'aventurier. Après tout, les monstres ont cessé d'être hostiles sans raison apparente, et Nor avait supposé que les démons avaient utilisé ses pouvoirs pour apprivoiser la bête. Pour la dernière fois, l'enfant insiste sur le fait qu'il n'a rien fait, ce qui rappelle à l'homme le moment où le garçon avait exprimé sa réticence à montrer son pouvoir, craignant d'être haï pour cela. Nor décide de passer à autre chose et demande plutôt si les démons peuvent renvoyer le dragon d'où il vient. Inès intervient en avertissant qu'un monstre comme cela errant librement pourrait être extrêmement dangereux. L'aventurier comprend qu'il serait plus facile de tuer le dragon sur le champ, mais s'il est possible de l'éviter, il préférerait ne pas le faire. Après une brève réflexion, Lyn accepte de laisser vivre le dragon. Elle se tourne ensuite vers Rollo et lui demande s'il est capable de renvoyer la bête ailée, compte tenu de sa puissance. Le garçon n'est pas sûr,
mais il suppose que le mieux qu'il puisse faire est de lui demander poliment de retourner à son lieu d'origine. Pour lui donner un peu de confiance, Nor lui assure que ni Inès ni Lynn n'ont peur de ses pouvoirs, ce qui calme le garçon suffisamment pour qu'il trouve le courage de faire ce qu'il faut. Malgré ses hésitations, Rollo avance et commence son sort, mais s'arrête avant qu'il n'entre en vigueur. Nor demande si quelque chose s'est mal passé, mais la vérité est que le dragon a informé les démons qu'il obéira à tout ordre de son maître. Nor entre dans une sueur froide et Lynn peine à croire que cela se passe réellement. Quoi qu'il en soit, Rollo semble incertain de ce qu'il doit faire ensuite, alors Nor lui suggère de demander calmement au dragon de rentrer chez lui et de ne plus jamais menacer l'humanité. Rollo ferme les yeux et reprend son incantation. En quelques secondes, le dragon lève la tête et les démons les informent que la bête a compris chaque mot et suivra l'ordre à la lettre. Le dragon prend alors son envol et s'éloigne. Mais alors qu'il traverse les cieux et que tout semble résolu, un éclair frappe le dragon à une vitesse incroyable, explosant au contact et abattant le dragon instantanément. En observant la chute depuis une falaise voisine, Delida laisse échapper un rire. Avec ses jumelles, il se concentre sur le monstre tombé et note qu'un dragon, même ayant vécu des milliers d'années, n'est rien de plus qu'un pion sur son échiquier. Après avoir tourné son regard vers la capitale, il regrette que toute la ville ne soit pas réduite en poussière, mais cela n'a pas grande importance pour lui, car s'il n'a pas réussi d'une manière, il y parviendra par l'attaque qu'il s'apprête à lancer. Il ordonne alors à un subordonné de commencer l'offensive, et l'officier convoque des centaines de soldats autour de lui, y compris certains avec des armes à feu et des engins de siège extrêmement avancés. Quelques jours avant de mettre sa stratégie en œuvre sur le champ de bataille, le roi Delida devait être sûr qu'elle mettrait effectivement fin au royaume de Clay, car la retraite n'était pas une option. Dans la salle du trône, il a été informé qu'un dompteur de bêtes avait déjà envoyé le dragon Calamité vers la capitale ennemie. Après que la bête ait causé toute la destruction nécessaire, les forces de Delida seraient prêtes à marcher sur la ville dévastée avec l'infanterie entièrement équipée d'épées et de boucliers magiques. Les troupes d'élite porteraient une armure magique et des canons, et en plus de cela, il y aurait 3 Aegis, Parvent, et 4 armes de destruction massive appelées Brionac, capables de libérer des monoblastes ultra puissants. À l'annonce de ces nouvelles, Delida rit, confiant que la victoire est certaine, jusqu'à ce que l'an 2 s'approche de sa majesté et s'agenouille pour faire une supplication, affirmant qu'il ne voit aucun avantage pour la nation dans cette guerre. En réponse, le roi, fatigué de l'attitude du guerrier, lui donne un coup de pied au visage, affirmant que personne ne serait une menace pour l'Empire tant qu'il disposerait de toute cette machinerie technologique et que cette guerre servirait à montrer au monde entier maintenant. Tandis qu'il observe l'efficacité de son canon Brionac, Delida est certain qu'à l'avenir, ce sera l'histoire que les gens raconteront sur le royaume de Clay, une nation de fous qui n'a pas pris au sérieux le donjon de prédiction, menant à la chute de toute la nation en raison de leur égoïsme et de leur manque d'intelligence. Pendant ce temps, Delida sera rappelé comme l'armée humaine qui a libéré le peuple de Clay des mains d'un roi incompétent. Selon le leader Delida, il n'est pas nécessaire d'avoir plusieurs versions de l'histoire, il suffit d'une vérité absolue. Pendant ce temps, Rollo guide Nor et les autres vers le site où le dragon est tombé, essayant de s'approcher pour vérifier s'il est encore en vie. En même temps, Lynn pointe du doigt la falaise où l'armée puissante de Delida, l'Empire magique, est stationnée. De manière similaire, le roi ordonne à ses troupes d'avancer. Un soldat repère la princesse de Clay avec son protecteur, le bouclier divin, et alerte son leader. Delida reconnaît qu'Inès est l'une des légendes vivantes errant dans ce monde et qu'elle est probablement l'une des raisons pour lesquelles la capitale n'a pas été complètement détruite. Dans tous les cas, il voit cela comme une opportunité parfaite pour mettre fin à l'ère des légendes et inaugurer l'ère de ceux qui possèdent la sagesse. Il ordonne donc le tir du Brionac sur les ennemis identifiés. Alors que le canon est positionné, il a hâte de voir le bouclier divin s'évaporer comme si elle n'était rien, car ce sera une autre de ses prétendues légendes à mourir par sa main. Et c'est pour de telles gloires que Delida aime la guerre. À la fin de son raisonnement, le Brionac est correctement aligné pour le tir, et une quantité dévastatrice de mana se rassemble à la pointe du canon, attendant l'ordre de tirer de la bouche du roi. À cet instant, le faisceau jaillit à une vitesse imparable, se précipitant vers Inès et les autres. Quelques instants plus tôt, sentant l'activité étrange de l'arme puissante de l'ennemi, Inès avait ordonné à Lynn de prendre Rollo et de fuir. Sans plus tarder, Lynn fuit avec Rollo, tandis que le faisceau se dirige vers Inès. Nor se place devant et utilise la parade pour dévier le mana avec un impact tonitruant. Delida tente de comprendre ce qui se passe, et l'un des soldats spécule qu'il y a un dysfonctionnement avec l'allumage du Brionac. Mais le roi, désintéressé par les excuses, ordonne immédiatement un autre tir. De l'autre côté du champ de bataille, Nor se demande contre quel genre de puissance il se bat et observe les mouvements des soldats répartis sur le territoire. Lady Lindbergh explique que Delida III a mobilisé ses forces et qu'environ 10 000 soldats ennemis sont prêts pour une offensive. La capitale de Clay a sa propre armée, mais elle n'est pas suffisante pour lutter contre une force aussi puissante. Consciente de cela, Inès informe ses troupes qu'elles se retireront vers leur Reine, le frère de la jeune fille, mais avant cela, elles doivent faire face à la menace qui cherche à assurer que tout le groupe périsse sur ce sol.
Alors que plusieurs tirs arrivent vers eux, le bouclier divin active son pouvoir de protection pour défendre ses alliés, et la vaste gamme de barrières magiques peut être vue par Delida depuis des kilomètres à la ronde. La puissance des canons de Delida ne semble pas avoir l'effet escompté, ce qui efface le sourire de son visage. Pour plus de sécurité, un des soldats suggère à Sa Majesté de se mettre à l'abri à l'arrière, et Delida se replie à contre-cœur, mais ordonne de poursuivre l'attaque. Nor suspecte que les assaillants les maintiendront sous siège jusqu'à la fin, mais il est certain qu'il y a une solution à cette épreuve. Avec cela en tête, il annonce au groupe qu'il détournera l'attention de l'Empire magique et leur achètera du temps, tandis que les 3 autres devront saisir cette chance pour s'échapper. Lin est inquiète pour la vie de son instructeur, mais Nor est déterminé à mener son plan à bien. En profondeur, il réfléchit qu'il n'est peut-être pas un grand combattant, mais il est habitué à fuir. Un souvenir d'enfance refait surface, il chassait des ruches et était poursuivi par les abeilles, alors tout ira bien s'il court comme un fou, comme il le faisait quand il était enfant. Quoi qu'il en soit, il rassure ses camarades en leur promettant de revenir en vie, afin qu'ils ne s'inquiètent pas. Lin accepte après une certaine hésitation, mais avant que son mentor ne se lance dans sa mission suicidaire, elle veut offrir un peu d'aide. Elle étend ses mains près du corps de Nor et reste silencieuse. Il se demande s'il s'agit d'une sorte de magie défensive, jusqu'à ce que la princesse lui demande de se préparer à l'impact. Confus, l'homme se tourne pour comprendre ce qu'elle veut dire, pensant que la fille pourrait l'éliminer avant même le début du plan. Pendant ce temps, un autre tir de Brionac commence à se former. Terrifié, Nor ne se sent pas prêt, alors il utilise un enchantement physique et se met simplement à courir, mais Lin lance une rafale de vent dans son dos, propulsant son instructeur loin et lui permettant d'échapper à une mort instantanée. L'aventurier passe à travers le bouclier divin d'Inès et rencontre les multiples projectiles de mana volant dans le ciel vers ses alliés. En utilisant la parade, il parvient à dévier une dizaine de projectiles, et plus loin, d'autres tirs sont également déviés. Voyant que cela fonctionne, il persévère. Lorsqu'il touche de nouveau le sol, et puisque l'élan est trop puissant pour lui permettre de s'arrêter, il ne peut que continuer aussi loin que possible à une vitesse surréaliste. Il approche des soldats ennemis et utilise à nouveau la parade, désarmant chaque adversaire sans leur laisser le temps de réagir. Plus il maintient la ligne de front, plus Lin et les autres ont de temps pour s'échapper, alors Nor poursuit le plan aussi longtemps qu'il le peut. Observant la scène depuis le sommet de la colline, Delida voit des épées et des boucliers magiques voler dans les airs et a du mal à comprendre comment quelqu'un peut accomplir un tel exploit. Bientôt, il voit de près l'homme responsable de sa confusion, car utilisant une force extrême dans ses jambes, Nor saute jusqu'au sommet du précipice avec un saut incroyable et se tient devant le roi de l'Empire magique. En bas, où les troupes ont regardé leur équipement s'élever dans le ciel, elle voit maintenant les épées tomber avec tout le poids accumulé depuis la hauteur, frappant les soldats un à un avec leurs propres armes. Mais ce n'est pas seulement l'équipement léger que l'aventurier est capable de soulever avec sa force brute. Nor envoie les Aegis, ces armes gigantesques, comme si c'était des plumes. En même temps, il crée des tornades avec l'impact de sa vitesse en fonçant à travers les unités ennemies, faisant de Delida lui-même une des victimes de sa charge folle. Après s'être relevé, Delida voit toute son armée être battue par cet homme qui s'arrête devant le roi uniquement parce qu'il est épuisé. Delida se souvient avoir vu cet homme de l'autre côté de la carte, il ne comprend donc pas comment il a pu parcourir toute cette distance en si peu de temps. Quoi qu'il en soit, l'homme ne prête aucune attention aux soldats autour de lui et regarde directement Delida, poussant le roi à croire qu'il est la cible. Terrifié, l'empereur essaie de se réconforter, pensant que l'armure césarienne et l'épée en auricalque peuvent l'aider. Il dégaine son arme et adopte une position défensive, mais ses mains continuent de trembler. Nor ignore l'homme et soulève les 4 Brionacs du champ de bataille, les laissant presque tomber sur le roi. Évaluant toutes les pertes qu'il a subies à cause de cet homme, Delida III se demande pourquoi il n'a pas encore été tué. Lorsqu'il voit l'épée de Nor, cela déclenche un souvenir. Un jour, en passant devant le trône du royaume qu'il était en train d'envahir, Delida avait vu l'épée noire du roi Clay, la relique qu'il avait toujours désirée par-dessus tout, faite d'un matériau lourd et inconnu que personne ne pouvait porter normalement, au point que le roi Clay lui-même avait à peine utilisé l'arme avec ses 2 mains. Alors que l'homme devant lui manipule l'épée noire avec une telle aisance, Delida se met à trembler de terreur, court vers son cheval et s'enfuit.